Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en 2024, le 9 janvier 2024. D'ailleurs, c'est anniversaire à mon fils, il a 12 ans. Et c'est 12 ans aujourd'hui. Et c'est l'épisode 348. Bonne année et bonne santé. Je suis ravi et un petit peu excité de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va faire le point sur l'actu de la tech, notamment avec quelques hommages sur l'année passée 2023, mais aussi les grands projets de 2024. On va pas se faire le jeu des prédictions, mais on va quand même essayer de regarder ce qui pourrait bien arriver. Quelque chose me dit qu'on va parler d'intelligence artificielle, mais pas que. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode qui a veillé, non pas pour le réveillon, mais veillé l'actu de la tech et qui a compilé toutes les infos que vous allez pouvoir écouter et dont les sources figurent dans les notes de l'épisode. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, ça va très bien pour cette nouvelle année. On était un petit peu en vacances là. Oui. On s'est pris le petit rhume tranquille comme tout le monde. Normal. Puis voilà, et puis on est de retour, quoi. C'est pas mal. Et d'ailleurs, Guillaume, est-ce que je peux te souhaiter une bonne fête en avance ? Ah bah écoute, oui, à un jour près, à quelques heures, effectivement, dis donc, ça s'enchaîne sur les grands événements. Réveillon, anniversaire aujourd'hui de mon fils, et puis notre fête commune demain, le 10 janvier. N'hésitez pas à nous déposer des petits commentaires sur techcafé.fr ou à venir nous souhaiter notre bonne fête sur Discord. On sera ravis de voir ça, et évidemment, par avance, très bonne fête à tous les Guillaume qui sont honorés dans un jour spécial en ce 10 janvier 2024. As-tu passé donc de bonnes vacances ? Est-ce que tu as fait des tests technophiles ? Est-ce que tu as acquis des nouveaux matos au pied du sapin ? Est-ce que tu t'es lancé dans de nouvelles expérimentations de ton côté ? Écoute, non pas vraiment, mais enfin j'ai essayé quelques petits trucs comme Stable Diffusion Vidéo, des Mixtral et compagnie, mais voilà, effectivement, là on va revenir tranquille en faisant une petite revue de presse aussi de ce qui s'est passé entre, disons, voilà, quand on est parti, c'est-à-dire fin décembre, quoi, et maintenant, hein, le 9-10 janvier. Et puis parce qu'il s'est passé quelques petits trucs, donc c'est pour ça, on va pas parler du CES cette semaine. Pas encore. Parce que voilà, ça vient de commencer aujourd'hui, et puis bon, on aura une meilleure vue, une meilleure perspective la semaine prochaine, et puis là on va faire un petit rattrapage et un petit coup d'œil dans le viseur, et voilà, voir un petit peu ce qui va se passer en 2024. Ça vous permet de vous poser, d'avoir un épisode qui vous permet de poser le cadre pour cette année 2024. Je voulais juste toucher un petit mot parce que donc, je me suis équipé d'un mini PC, une chinoiserie Tibao, là, T8+, je sais pas quoi, que j'avais vu dans une bonne offre sur le site Mini Machine, qui est toujours de bonne qualité sur l'informatique de petit format, comme son nom l'indique, qui est équipé d'un Intel N100. Donc je t'avais d'ailleurs sollicité un petit peu avant parce que j'avais envie évidemment de m'équiper d'une espèce de serveur Plex. Vous savez que j'aime beaucoup Plex et je voulais le dédier sur une petite machine. Alors j'ai reçu ça, j'ai installé Ubuntu dessus. Donc déjà, juste un petit mot pour dire que l'appareil, pour ce que j'en fais, est extrêmement silencieux, prend pas de place, il est tout discret, il est hyper compact, donc tout va bien, il est tout léger, et puis Ubuntu est tout pareil, c'est-à-dire Ubuntu, il est stable, il est élégant, il est tout léger, hyper efficace, très, très, très agréable à utiliser. Je me dis vraiment qu'aujourd'hui, pour de l'informatique au quotidien, de la bureautique, ça vaut pas le coup d'aller payer cher ou de s'équiper de grosses licences un peu lourdes. Ubuntu est remarquable et je pense qu'il y a plein d'autres distributions Linux qui feront peut-être l'objet d'ailleurs de recommandations sur le serveur Discord de Tech Café. Faites-vous plaisir. Et puis j'ai testé Tipeee qui aide à l'auto-hébergement, qui rend les choses très faciles. Alors oui, c'est pas ma maman qui est maintenant assez âgée et qui a beaucoup de difficultés avec les interfaces numériques qui va pouvoir le faire, mais je pense que beaucoup de monde est capable d'installer son auto-hébergement avec ce type d'appareil et de service. Je pense qu'on en reparlera. Je prends quelques secondes dans l'épisode pour vous parler d'un partenaire pour lequel je suis très fier d'accueillir le soutien, c'est Notion. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vanter les mérites de cet outil que j'utilise déjà à titre personnel, alors c'est tout naturellement que je peux dire tout le bien que j'en pense. En réalité, mon organisation au sujet de la production de Tech Café passe depuis longtemps par Notion. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, Notion c'est un service qui vous permet d'organiser vos idées, de préparer vos tâches, de suivre votre travail ou même votre vie personnelle de manière assez unique. En fait, ça vous permet de structurer l'information de manière hyper précise et surtout d'en faire un affichage dynamique. Pas besoin de repenser votre contenu pour changer l'affichage de vos données, que ce soit par calendrier, par tableau ou encore par les fameuses vues dites Kanban célèbres dans les méthodes d'organisation. Je voudrais mettre en lumière une fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est qu'évidemment, eux aussi, ils surfent sur l'intelligence artificielle.
Oui, mais dans leur cas, ils prennent en compte les informations que vous avez mises dans Notion avec leur fonction Q&A, Question and Answers, de n'importe où dans Notion. Je peux par exemple retrouver l'épisode dans lequel on a mis en lumière une de nos expressions désuètes, à quelle date on a cité un avis sur Apple Podcast ou encore lister les épisodes où on a parlé d'intelligence artificielle. C'est franchement magique de voir la valeur ajoutée de l'IA sur vos propres informations et puis évidemment, le tout reste sécurisé. Je ne peux que vous inviter à tester Notion et ses fonctionnalités d'intelligence artificielle gratuitement sur notion.com/techcafé. Évidemment, en allant visiter ce lien et en prenant connaissance des services rendus par Notion, vous soutenez aussi Tech Café. Rendez-vous donc tout de suite sur notion.com/techcafé. Merci aux équipes de Notion de soutenir le podcast et de contribuer à faire de Tech Café un podcast qui dure dans le temps. Un petit mot juste avant pour dérouler le tapis rouge pour la première fois de cette année 2024. On a passé l'aspi sur le tapis rouge, on l'a passé à la machine à laver, on l'a fait sécher, on l'a étendu Guillaume et moi. Et on va donc accueillir comme il se doit Mikadam87, Nico SG, Steve 40K, Mixé, Patrick Roussel, Géant et Alru JSD qui se sont dit en cette fin d'année 2023 ou en ce début d'année 2024, tiens, Tech Café, c'est vraiment un podcast cool, qui est accessible gratuitement, qui me donne une info qualifiée, qui est agréable à écouter. J'aime bien le format des échanges. Je vais les soutenir. Je vais soutenir Guillaume et Guillaume dans la production du podcast. Et ils sont allés sur patreon.com/techcafé. Ils ont choisi un des niveaux avec les contreparties associées. Et puis, dès le premier niveau, comme eux, si jamais vous allez sur patreon.com/techcafé, vous pouvez bénéficier d'un flux privé qui vous permet d'écouter les épisodes du podcast sans la pub. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On compte aussi sur vous pour reprendre les bonnes habitudes, parmi lesquelles déposer des avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Il y a par exemple Greco Camille qui avait déposé un avis en fin d'année 2023. Il disait de Tech Café que c'est le podcast tech le plus complet qu'il a plaisir à écouter chaque semaine. Les news sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Le format conversationnel est, tiens-toi bien Guillaume, parfait. Et la connaissance technique au détail près est ahurissante. Bravo au duo des Guillaume. Ah, et aussi les formats avec invités donnent un petit vent de fraîcheur de temps à autre. Vivement le prochain. Je pense que c'est une recette qu'on va continuer à faire vivre comme on l'a installée pour l'instant. Et donc, merci Greco Camille d'avoir déposé cet avis plutôt positif. Quand on vous demande de déposer des avis sur les apps de podcast, vous le savez, c'est pour aider à la notoriété de Tech Café et pour permettre à d'autres auditeurs de nous découvrir. Vous pouvez également commenter sur techcafé.fr et discuter donc sur le serveur Discord. Le lien est dans les notes de l'épisode. On a aussi un message sur Discord qu'on voulait mettre en lumière. C'est ZagZagTop. Pardon, j'ai toujours du mal à le prononcer, qui nous souhaite évidemment une très bonne année 2024 et à qui on adresse également les meilleurs vœux. Et au-delà de ces remerciements sur Tech Café, sur ce que ça apporte en termes d'infos, il est tombé sur un colloque de la Cour de cassation. Et Guillaume, tu as regardé cette vidéo. Alors, je pense que tu avais peut-être besoin de te poser un petit peu. Est-ce que tu as regardé la vidéo de ZagZagTop qu'il a préconisée dans Discord? Oui, c'est un auditeur de très bon goût, donc il nous a conseillé cette vidéo sur Discord. Alors, effectivement, il salue les auditeurs aussi. Donc, vous tous, il vous salue, les auditeurs du meilleur podcast tech francophone. Je suis bien d'accord avec lui. Et il nous indique donc une vidéo de 2 heures de la Cour de cassation. Donc là, ça y est, 2024, on part dans la galéjade. C'est clairement... Ça y va. Là, effectivement, c'est un colloque. Ça a l'air modérément sexy. Effectivement, ça a été organisé le 15 décembre dernier. Mais en fait, c'est sur les plateformes numériques, les données et la cybersécurité. Donc il y a principalement 4 intervenants. Il y a Michel Séjean de la Sorbonne. Il y a Valère Andior de l'Université de Bretagne occidentale et Suzanne Vergnol du CNAM. Et il y a aussi Mathieu Hugues, PDG de Tilcal, qui est une boîte qui travaille dans la traçabilité alimentaire en particulier. Bon. Et alors c'est ce dernier qui a le plus marqué apparemment ZagZagTop. Et bon, on comprend pourquoi, parce qu'il revient sur le e-commerce, les supply chains et leurs dérives surtout, et leur opacité. Donc voilà, il détaille comment et combien ces acteurs du numérique ont des répercussions sur le monde physique et sur les personnes physiques, donc leur poids économique, les logiques de mafia qui se mettent en place, la part inimaginable des produits contrefaits, dangereux, non conformes qui circulent sur les plateformes d'e-commerce et qui sont achetés tous les jours dans le monde entier, ça concerne aussi la bouffe d'ailleurs. Tout ça avec une totale opacité. Les moyens de production, donc il y a des moyens de production avec des chaînes de valeur, tout ça, mais toutes ces chaînes de valeur sont opaques, c'est-à-dire que
chacun connaît son fournisseur, mais personne ne va plus loin que ça, donc personne ne connaît le fournisseur de son Pas de vision fournisseur, en fait. d'ensemble, en fait. Exactement, et donc ça ouvre la voie à du travail forcé, à du travail des enfants, c'est un véritable iceberg de problèmes en réalité. Et bah tu avances le chiffre colossal de 200 millions de personnes, enfants et adultes, en situation de travail forcé dans le monde, par exemple. Et donc face à ça, bah oui, la réponse des plateformes de e-commerce, elle est qu'à semi-anecdotique, hein. Le secteur pèse 2000 milliards de dollars. L'argent dépensé contre tout ça, contre tous ces problèmes, c'est même pas 1000 fois moins. Donc c'est un souci évidemment qui se prolonge aussi pour les autres plateformes, hein, les réseaux sociaux et compagnie, qui sont... Alors eux, c'est plus le domaine de Valère Dior, d'ailleurs, hein, c'est lui qui en parle le mieux. Ça concerne les services IA aussi, d'ailleurs, où ils en parlent un petit peu. Ils abordent le travail externalisé en Afrique ou en Amérique latine, hein, le travail ultra sous-payé, souvent ingrat, voire traumatisant. On en avait un petit peu parlé, hein, donc tous les intervenants sont intéressants. Et on aborde ici même, hein, souvent, ces problématiques, hein, de temps en temps. Bon, eux, ils le font de manière très sérieuse avec des cravates, tu vois, dans l'ambiance feutrée et grand siècle, hein, de la cour de cassation, de la grande salle de la cour de cassation, pendant que nous, on le fait autour d'un café. Alors effectivement, c'est un petit peu différent, mais dans l'ambiance. Mais bon, voilà, chacun ses moyens, hein, vous l'aurez compris. C'est une vidéo assez longue, mais qui vaut le coup, qui montre bien à quel point, finalement, la réglementation est importante en réalité. Parce que, à quel point ce qui est en jeu, finalement, c'est pas juste une question de loi, voilà, c'est une question politique, vraiment, mais aussi culturelle et presque civilisationnelle, quoi, hein. Des efforts comme le DMA et le DSA, par exemple, c'est pas juste une inflation réglementaire arbitraire ou mesquine, hein, de la part de pays qui sont en retard technologique. C'est, voilà, à travers les interventions des uns et des autres, on voit bien pourquoi ça doit changer. Pourquoi le statu quo sera en fait une acceptation de pratiques qu'en tant que pays, en tant que culture, on n'a pas envie de voir continuer. C'est difficile pour moi de ne pas greffer juste dans la foulée, et puis comme ça permettra de le mentionner rapidement. J'avais rajouté dans le conducteur la mention du sujet sur Substack, qui est donc une plateforme qui permet d'envoyer des newsletters, qui permet voilà, globalement d'héberger du contenu, hein, sur lequel il y a une absence de modération. Alors évidemment, le branchement avec de la réglementation est un peu éloigné, parce que le sujet n'est pas tant de savoir si on doit réglementer cette plateforme ou pas, mais tout simplement de savoir comment est-ce qu'ils orientent la modération du contenu qui est diffusé dessus, et qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable. Et évidemment, il y a du contenu sur cette plateforme qui est 100% du contenu nazi, qui est complètement identifié comme tel, hein, et je pense qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté sur la nature de ce contenu, qui n'est pas représentatif majoritairement du contenu qui est diffusé sur Substack, mais qui est suffisamment présent et visible pour que des membres de Substack, d'autres membres, pas forcément des nazis, se soient associés dans une lettre ouverte pour protester contre la plateforme qui maintient vraiment sa position à ce sujet et qui ne veut pas aller dans une politique de modération. Ça me fait vaguement penser à un multimilliardaire qui a racheté un réseau social pour en faire une plateforme libertaire. On va en reparler, je pense, tout à l'heure. Comme je le disais, c'est pas forcément un Mais, sujet de réglementation, mais mais d'orientation politique quand même. oui, mais enfin, à peine en réalité, parce que je pense qu'une grande partie, si ce n'est tout le contenu de ces trucs-là, est tout simplement illégal en France. Absolument. Donc, du coup, c'est même carrément la réponse des plateformes. Mais c'est même pas une question de réglementation. La réglementation, elle est là. Je veux Oui, dire, déjà, la mise en œuvre plutôt de la réglementation existante. bon, effectivement. On va se poser tout de suite, Guillaume, avec une rétrospective dans laquelle tu t'es plongé. On n'a pas essayé de lancer une intelligence artificielle qui imiterait Jack Lang, loin de notre idée de se prêter à l'actualité, mais tu voulais quand même adresser quelques mots à ceux qui nous ont quittés en 2023. Et oui, c'est 2024, donc bonne année, bonne année, bonne année, et surtout bonne santé. Et en ce 9 janvier, c'est le moment de se retourner une dernière fois sur tous ceux qui nous ont quittés en 2023, une rubrique nécrologique qui pourrait commencer par l'E-Cube, hein, qui décède en décembre dernier après 28 ans d'une vie bien remplie. Une vie sulfureuse et tumultueuse, une vie de rockstar, hein, sur le retour, hein, qui s'est pas remis de son Covid. Scénario malheureusement classique. Donc il y a Adobe aussi qui a dû dire adieu à son acquisition de Figma, le fameux deal à 20 milliards de dollars, hein, qui est finalement tombé à l'eau sous la pression des instances de régulation de la concurrence européenne et anglaise. On en avait parlé, donc voilà, c'était quand même... On avait dit qu'on avait même oublié cette acquisition en cours de route quand elle était revenue sur le devant de la scène en fin d'année. Exactement, on l'avait oublié jusqu'à ce qu'effectivement on voit arriver des news comme quoi finalement ça se ferait peut-être pas, face à la pression de Adobe a donc de toute façon passé l'éponge. Bon, il y a une quantité d'autres techs qui n'ont pas passé 2023. Par exemple, Boost, hein, et toutes les applications de tierce partie pour Reddit, alors qu'elles étaient bien meilleures que l'appli officielle, hein, mais je reviens pas dessus, je suis toujours très amer. Mais bon, voilà, on a aussi dit adieu au passage, le partage libre de mots de passe sur Netflix, par exemple. Et puis le service de location DVD de Netflix, qui d'ailleurs
perduré jusqu'à maintenant, et enfin jusqu'à 2023, et qui est mort maintenant. Ça existait toujours. On a dit adieu à des appareils comme le Halo d'Amazon, les bracelets Halo, les lunettes Bose Frame, les Google Glass, dont même les versions entreprises vont disparaître. On dit aussi adieu à Neato Robotics, et ces aspirateurs robots. Maintenant que d'ailleurs que Roomba, a Amazon derrière, ça va être assez dur pour le secteur. Au chapitre des appareils, Lenovo a aussi arrêté de faire des téléphones gaming. Bon, peut-être en réalisant que le segment des pro-gamers coréens de Genshin Impact c'était un poil réduit. Ouais. Bon, globalement, sont morts en 2023 aussi pas mal de choses dont on se demande pourquoi elles sont pas mortes avant, comme Cortana ou WordPad. Par exemple, WordPad va disparaître de Windows. Bon, mais plus globalement aussi, toutes ces applis qui sont un petit peu des reliquats du confinement, quelque part. Par exemple, les clones de Clubhouse. Bon, déjà, c'est dur pour Clubhouse, le vrai, l'original. Donc pour les clones, je te dis pas. Donc Facebook, Spotify et Amazon ont tous fermé les leurs. Il reste plus que X finalement. X qui a tué Twitter en 2023, donc encore une victime finalement, mais X lui a laissé des plumes, disons. Bon, il n'est pas encore mort, il est juste grièvement blessé. D'ailleurs, TikTok a aussi fermé TikTok Now, donc c'est le service de TikTok qui était inspiré de BeReal. Peut-être parce que BeReal doit lui-même revenir à la réalité, avec une baisse de fréquentation de plus de 60% en mars dernier. Donc BeReal a dû modifier ses règles et autoriser à poster un peu quand on veut finalement, et du coup il se rapproche tout simplement de plus en plus d'un réseau social normal. Donc dans le même style, l'application Snap Camera Altspace VR aussi a été assassinée par Microsoft, qui l'avait racheté en 2017. Microsoft, décidément de moins en moins convaincu par la réalité virtuelle, puisqu'il va virer aussi toute la partie Windows Mixed Reality de son système d'exploitation dans les prochaines versions. Donc il y a encore plein de choses qui nous ont quittés en 2023 et qu'on regrette pas du tout, comme les NFT sur Facebook et Instagram, ou des choses qu'on regrette peut-être un tout petit peu, comme l'application Google Podcast. Je sais pas, est-ce que tu as des regrets de 2023, toi? Alors, écoute, pas vraiment, et certainement pas Google Podcast, qui, j'ai l'impression, s'il a été tué par Google, c'était aussi, parce qu'ils savent tuer leurs produits, Google, mais aussi parce qu'il n'était pas forcément très utilisé. J'ai l'impression que finalement, quand on voit cette rétrospective, alors il faudrait être peut-être objectif et retenir aussi tout ce qui a été des grands succès de la tech en 2023. Je ne sais pas s'il y en a eu finalement tant que ça. Bon, il y a eu un essor de multitudes d'intelligence artificielle peut-être, mais... Écoute, il y a eu pas mal de décès. Il y a aussi, dans la dite droite ligne finalement de cette liste des disparus, il y a aussi des techs qui vont sans doute peut-être bientôt disparaître, ou qui ont été de gros échecs. Voilà, par exemple, alors, sélectionnés par la MIT Review, il y en a qui n'ont pas vraiment été traités ici et qui ont quand même été des gros flops. Voilà, c'est parce que c'est un petit peu hors sujet pour nous. Par exemple, le passage en 2D du sous-marin Titan qu'on a à peine évoqué, cette révolution du tourisme sous-marin, qui s'est arrêté net en 0,5 secondes et en tuant 4 personnes, pas loin de l'épave du Titanic, vous vous en souvenez sans doute. Il y a aussi les grandes difficultés de Upside Foods. Bon, c'est un truc, effectivement, là aussi, dont on n'a pas vraiment parlé, puisqu'il voulait démocratiser la viande fabriquée en incubateur. On avait parlé il y a très longtemps avec d'autres marques, il y a de ça plusieurs années. C'est ça, ça a continué petit à petit, mais en réalité, tout ça a beaucoup de mal à passer à l'échelle industrielle, en réalité. Donc ça existe. Tu peux aller acheter dans un restaurant, tu as certains restaurants qui proposent ce genre de truc, mais bon, en gros, c'est... Bon, c'est pas, t'as 4 petits bouts de poulet, tu dois avoir 100 grammes de poulet dans l'assiette et c'est 45 euros, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est très très cher. La viande sans animaux, ça reste pour l'instant un produit de laboratoire, globalement, ça doit coûter, 1000 balles le kilo à produire, donc on est vraiment très loin du compte. Bon. Nous, par contre, on avait quand même couvert le fail de Cruise, donc la branche taxi autonome de General Motors, qui a eu donc beaucoup de problèmes cette année, avec un accident grave en octobre. Il s'est temporairement fait interdire, d'ailleurs, et General Motors lui-même, en fait, a décidé de tout mettre en pause et de licencier 25% de ses effectifs. Donc, assez gros flop, quand même, de ce côté-là. D'ailleurs, avec Tesla, qui a dû faire des rappels massifs aussi cette année, 2023 n'a pas été formidable pour les voitures autonomes, même si, par ailleurs, les chiffres publiés en fin d'année par Waymo sont par ailleurs plutôt rassurants, puisque on a eu plus de 11 millions de kilomètres parcourus pour 3 blessures mineures. Donc Waymo continue son petit bonhomme de chemin, et on a déjà fait l'origine de cette expression désuète, même si la rentabilité semble encore loin. Donc à la matière, on pourra citer aussi un autre appareil pour qui la rentabilité pourrait être difficile à atteindre, c'est le AI Pin de Human. Ah bon? Je suis étonné. Je m'attendais à ce que ce soit le succès de 2024, moi, qui explose. Pas sûr. Cette broche autonome avec micro et caméra et ChatGPT donc intégré, censé remplacer le smartphone, qui a convaincu à peu près personne dans la presse. Et j'ai pas trouvé un seul article vraiment super positif et enthousiaste. Pourtant, il va peut-être y avoir encore un appareil de ce type au CES, on va savoir, parce qu'il y a Rabbit Tech, la technologie du lapin, qui a annoncé un appareil mystère qui n'est manifestement pas un sextoy, malgré le nom, un truc qui fait furieusement penser au AI Pin, sauf qu'apparemment on le tient à la main. Et on lui parle, donc un truc, tu parles à ta main, je sais pas exactement ce que c'est pour l'instant, mais bon, ça devrait être
dévoilé, bon là, peut-être c'est même dévoilé à l'heure où je parle, on verra bien. En tous les cas, voilà, c'est peut-être encore un futur échec qu'on suivra avec joie. Et je comprends pas d'ailleurs la démarche de ces entreprises de continuer à lancer des produits qui sont, inscrits dans l'avenir pour ne pas fonctionner. Je pense que c'est quand même un truc qu'on a appris maintenant avec le temps, c'est qu'un produit, qui, n'a aucune viabilité dans les usages, ça s'identifie vite. Il y a pas eu de surprise durant ces dernières années, je sais pas si tu as des contre-exemples en tête à ce que je dis, mais des surprises de trucs qu'on n'aurait pas imaginé qui fonctionneraient, et qui ont surpris tout le monde, en s'imposant dans les usages. L'intelligence artificielle générative, on l'a vu arriver, c'était une évidence que ça aurait une place. On va en reparler un petit peu dans les usages, mais je sais pas, sur tous les éléments qu'on liste là de cet ordre-là, avec les badges connectés type AI PIN, là, je comprends pas que les entreprises investissent là-dedans. Je pense que l'ère des scams de type crypto-monnaie foireuse est derrière nous, donc bon, on verra. Il y a un autre appareil qu'on va bientôt voir sortir. Et là, c'est une marque qui nous a pas habitués à lancer souvent des produits qui ne fonctionnent pas. Bien au contraire, qui aurait tendance à être un petit peu le contre-exemple de ce que je viens de dire, à savoir, face au scepticisme ambiant de beaucoup, arriver à s'imposer commercialement avec leurs produits, c'est Apple. Guillaume, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Apple Vision Pro qui arriverait prochainement me fasse mentir et peut-être surprenne beaucoup de monde. Bon, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de scepticisme par rapport aux utilisateurs possibles d'Apple. Je sais qu'il y a des critiques parmi nous, je pense, mais il y a aussi des enthousiastes. À quoi il faut s'attendre, Guillaume, là-dessus? Ouh là là, mais alors à quoi il faut s'attendre? C'est très compliqué, hein. C'est vrai que dans la série des futurs flops ou fails de 2024, bah, peut-être que voilà, le Vision Pro il sera ou peut-être pas, ça on ne sait pas. Mais c'est vrai que Apple pourrait quand même avoir des problèmes en 2024 là, qui par ailleurs de toute façon, puisque déjà il est sous le coup d'une attaque en violation de brevet pour ses Apple Watch Series 9 et Ultra 2, Ça les a et ça a pénalisés pour conduit, Noël, ça, hein. bah, ça a conduit à une interdiction de vente le 21 décembre dernier, hein, et puis depuis le 26, elles sont revenues en magasin. Parce que c'est le temps de l'appel en fait, hein, puisque évidemment Apple a fait appel. Et donc rien n'est encore joué, alors ça concerne l'oxymètre, hein, qui utilisera une technologie Massimo, mais bon déjà c'est quand même une petite épine dans le talon. Et d'un autre côté, on sait que le département de la justice américain est en train de monter un gros dossier contre lui, pour pratique anticoncurrentielle. Alors c'est Epic qui va être content, puisque ça concerne la fermeture de son écosystème. Donc iMessage, l'Apple Watch qui marche mieux avec les iPhones, le paiement in-app, voilà plein de choses qui sont donc au menu d'une procédure monstre qui serait en phase de finalisation selon le New York Times et donc qui pourrait arriver au premier semestre. Et d'ailleurs, Apple est aussi en litige avec l'Union européenne, hein, et fait appel de la décision de la Commission de considérer Apple comme un gatekeeper. Donc son argument étant qu'iOS n'est pas une plateforme unique, hein, pour lui chaque App Store et de chaque appareil est séparé, donc iPhone, iPad c'est pas pareil, Apple TV non plus, etc. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour échapper au DMA, n'est-ce pas? Encore une dispute qui va durer quelques mois, hein. Mais c'est vrai que plus proche de nous, c'est le lancement du Vision Pro qui arrive le 2 février. Donc les précommandes commencent le 19 janvier, les magasins sont en train de se préparer pour pouvoir offrir des démos, donc il y a un spot pub qui est sorti. Un spot pub très répétitif, hein, puisque en fait c'est un petit peu comme celui de l'iPhone en 2007. Il y a 250 clips, j'exagère, il doit y avoir, je sais pas, 12-13 clips de gens qui mettent des masques dans autant de films différents, comme il y avait 250 gens qui répondaient Allô en 2007, hein, lors de la pub pour le premier iPhone. Mhm. Alors ça a dû coûter un pognon de dingue à toutes ces licences, t'imagines bien. Bon, parce qu'il y a Star Wars, et il y a Retour vers le futur, il y a tous les films qu'on connaît, quoi. Quoi qu'il en soit, bah écoute, get ready, voilà, c'est le slogan. Alors pour get ready, pourquoi? C'est pas encore totalement clair. Bon, le casque, hein, pour lequel Johnny Ive avait imaginé pas mal de trucs délire, d'ailleurs pour l'écran extérieur, hein, on l'a vu dans un brevet, auquel on a heureusement échappé, sera de toute façon ridiculement cher pour le grand public, et s'il n'est pas vraiment destiné au grand public, hein, 3500 balles, je pense qu'on peut en être sûr. Mhm. Ah, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va aussi inspirer la concurrence et à proposer des alternatives. Et ça, bon, on l'a déjà vu avec le Quest 3, et Qualcomm vient de présenter une mise à jour de la puce qui équipe donc ce fameux casque de Meta, le dernier casque de Meta. C'est le Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Oui, je sais, c'est débile comme nom, mais voilà, bon. Il gère une meilleure résolution de 4,3K par œil à 90 Hz et 12 flux vidéo entrants. Donc le tout accompagné d'un petit bonus de fréquence, hein, pour le CPU et le GPU. De quoi faire du spatial computing en 4K, hein, Ah. n'est-ce pas? Bah oui, et c'est Sony d'ailleurs c'est le premier client, je veux dire, de cette puce, qui va sortir un casque de réalité mixte qui vient d'annoncer au CES, hein, qui ressemble à un PSVR 2, mais avec 2 trous. Globalement, c'est un PSVR 2 avec des caméras en plus, quoi. Et donc, il aura 6 caméras avec donc les 2 trous. Évidemment, c'est des caméras pour le pass-through, pour voir la réalité.
En 4K, pareil. Donc, comme le Vision Pro, apparemment, le tout serait commandé par tracking complet avec un contrôleur classique dans une main et une bague dans l'autre. Donc, c'est un petit peu original, on verra bien. On n'a pas énormément de détails pour le moment, on n'a surtout pas de prix. Donc, bon, évidemment, ça va beaucoup dépendre de la différence de l'écart de prix avec le Vision Pro. Le spatial computing, c'est devenu un terme qui va devenir un peu à la mode aussi, parce qu'il y a aussi la marque X-Real, par exemple, qui vient de présenter son R2 Ultra, donc qui sont grosso modo des lunettes de soleil / casque de réalité augmentée, avec des caméras 3D, 6 degrés de liberté, et qui permettront donc du spatial computing avec ton téléphone, parce que là, il faut le brancher à un truc, un ordinateur ou un téléphone, effectivement, tu pourras spatial computer dans ton TGV pour seulement $700. Là, on a le prix. Donc, est-ce que ce sera la grande tendance du CES 2024 ? Non, pas du tout, c'est clair que non, ça sera l'IA, ça c'est sûr, c'est déjà acté. Peut-être pour 2025, va savoir, on ne sait pas, le futur du Vision Pro est pas encore tout à fait net. Je demande qu'à être surpris et à ce qu'on me convainque dans les usages. Bon, pas à 3500 balles, faut pas déconner, mais peut-être qu'il y a un avenir assez sympa. On sera tous réjouis dans quelques années de se dire, tu te rappelles avant quand on avait des interfaces qui n'étaient pas basées sur la réalité mixte, qu'est-ce que c'était Tu te là, rappelles, avant on avait des lunettes en verre, quelle bande de ringards. Oh là là, ça servait juste à corriger la vue. Les tocards. Quelle bande de tocards. Un autre flop possible pour 2024, Guillaume, j'ai l'impression que tu identifies la possibilité d'avoir des polémiques et des conflits juridiques qui touchent directement à l'apprentissage en matière d'intelligence artificielle. Oui, ça va être une thématique majeure de 2024, comme ça a été un petit peu 2023, mais sûr, ça va encore exploser à mon avis. C'est tous les soucis de copyright pour les IA, parce qu'après l'excitation, la frénésie joyeuse de 2023, les avocats risquent de siffler la fin de la récré cette année. Donc il y a un procès qui a été intenté par le New York Times à OpenAI et Microsoft. Bon, c'est un des plus importants et des plus symboliques probablement. Donc le Times affirme qu'OpenAI a utilisé, et utilise d'ailleurs toujours des millions de ses articles pour ensuite entrer en compétition frontale avec lui. Copilot, évidemment, comme ChatGPT, serait même capable de réciter verbatim du contenu de ce journal, ou d'imiter le style du journaliste. Donc ces modèles de langage sera donc évidemment une menace pour le journalisme de qualité, et c'est vrai que d'ailleurs, quand on voit leur production journalistique actuelle, c'est vrai que c'est pas top en termes de qualité. Donc OpenAI a depuis répondu à ces accusations en se défend en disant que le phénomène de régurgitation comme ça, verbatim ou quasi verbatim, est très rare, et que les exemples donnés par le journal sont souvent de vieux articles, largement repris par les sites tiers. Et il continue en disant que ils ont aussi inclus de longs extraits, c'est-à-dire le Times a pris de longs extraits de ces articles dans les prompts et il a explicitement demandé à ChatGPT de régurgiter le reste, le plus fidèlement possible. Ils ont même sélectionné évidemment les exemples les plus spectaculaires de régurgitation telle quelle, quoi. Donc ChatGPT ne se comporterait pas comme ça lors d'une utilisation normale, d'après ce qui est dit en tout cas par rapport à OpenAI. Bon, de toute façon, la procédure continue, évidemment, et on verra bien ce qu'il en ressort. La problématique du copyright, c'est un truc qui s'étend, de fait, encore plus largement, évidemment. C'est une problématique aussi de qualité des données. La qualité des données, c'est fondamental pour le deep learning, évidemment. Donc, il y a des raisons légales, d'une part, puis il y a des raisons qui sont aussi purement techniques et de qualité d'apprentissage, qui sont d'ailleurs aussi soulevées par OpenAI, qui a dit aussi que ça sera très difficile d'avoir un niveau de qualité, donc pour une IA comme ChatGPT, sans utiliser de contenu copyrighté. Ce qui donc est une double problématique en fait. D'un point de vue comme de l'autre, de toute façon, aspirer à échelle industrielle à peu près tout ce qui est accessible sur Internet, ça risque de pas durer très longtemps parce que, évidemment, il y a des problèmes, il y a des gaffes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des images pédophiles dans le Lion. Le Lion, c'est donc une sorte d'énorme base de données d'images qui sont utilisées pour entraîner des générateurs comme Stable Diffusion ou Imagen. Apparemment, les images pédophiles n'ont pas été utilisées par les modèles Imagen et Stable Diffusion, puisqu'ils n'utilisent jamais la totalité du set, ils utilisent toujours que des sous-ensembles, et les sous-ensembles les plus jolis, en fait, ce qu'ils appellent le Lion esthétique. Mais bon, ça reste quand même un problème majeur. C'est un dataset open source, donc c'est à la disposition de n'importe qui veut créer un modèle. Et si tu fais pas super gaffe, tu pourrais inclure des images illégales, sans même en être conscient, dans des modèles, et puis ton produit, du coup, il a vu des trucs, et donc il a appris à dessiner des trucs, tu vois, et d'une manière générale, c'est clair que tous les modèles sont entraînés sur une énorme quantité de données qui peuvent être problématiques, soit pour cette raison, soit parce qu'elles sont copyrightées. Et il y a une étude récente qui est relayée par l'I3 The Spectrum qui montre à quel point Midjourney et DALL-E sont bons pour reproduire Mario, Sonic, Dark Vador, Iron Man, Black Widow, les Simpsons, et n'importe quoi. Le modèle connaît tout ça, il connaît toutes ces figures qui sont protégées par le droit d'auteur, et il les reproduit à la quasi-perfection.
Même des scènes de films sont reconnaissables. Ça ne sont pas Oui, dans la identiques. position, les couleurs, le cadrage, etc. Exactement, mais c'est ça qui est assez marrant, c'est que les images ne sont strictement pas identiques. Mais on reconnaît non seulement les gens, ils sont dans la même pose, etc., tu vois, avec la même ambiance, un petit peu le même décor. Donc et en fait, c'est même pire que ça, puisque les modèles peuvent carrément produire des personnages sous licence sans qu'on le leur demande. Genre, tu écris Video Game Plumber et Midjourney te split pour Mario. Et puis c'est pas étonnant, parce que je veux dire, si vous voyez, c'est comme vous, hein, si vous voyez plein d'images d'Iron Man et que vous êtes doué en dessin, bah, de tête, tu vas pouvoir commencer à dessiner Iron Man. Et en fait, c'est même le but de la manœuvre. Je veux dire, on veut faire des modèles qui peuvent dessiner un petit peu tout. Et Ouais. pour ça, bah, on leur montre un petit peu tout. Et puis après, bah, évidemment, si on leur montre un petit peu tout, ils savent dessiner un petit peu tout. Donc du coup, bah oui, ils peuvent tout dessiner, y compris des trucs qu'ils ont pas, voilà, sur lesquels ils n'ont pas les droits, quoi. Mmh. Donc si tu répètes un modèle que Mario, c'est un plombier de jeux vidéo, bah, si tu le demandes à un plombier de jeux vidéo, il y a une bonne chose qui dessine Mario, c'est normal. Et du coup, quelle réponse en matière de droit d'auteur, tu vois? Tout ça, c'est un Mmh. véritable champ de mine, évidemment. Alors les ayants droit sont pas contents, mais sans contenu protégé, bah, les modèles, effectivement, seront sans doute moins efficaces. Parce que bah, le contenu protégé, c'est souvent aussi un contenu de qualité. Et les données ont besoin de qualité. C'est pour ça qu'on commence à voir des accords de licence entre des éditeurs et des boîtes d'intelligence artificielle. Donc on avait parlé de l'accord entre OpenAI et Alex Springer. Ça continuera avec des contrats d'ailleurs qui peuvent aller jusqu'à 5 millions par an pour avoir le droit d'utiliser des données. Alors Pour bon, l'instant, je suis à peu près persuadé que ces montants-là, on va s'habituer à avoir des montants de plus en plus gros dans les années à venir, forcément. je l'espère pour les. En fait, je l'espère pour les éditeurs parce que c'est vrai que du coup, faut voir aussi quel impact il y aura dessus après et c'est pas complètement évident quel impact il y aura pour leur propre cœur de métier, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, Apple va aussi se lancer sur le secteur de l'IA et il fait exactement pareil avec des acteurs comme NBC News, Condé Nast et IAC. Ils planifient des accords de 50 millions de dollars sur plusieurs années pour pouvoir utiliser leurs données pour entraîner leur propre modèle. Et effectivement, c'est une source de revenus qui peut être intéressante pour la presse, d'ailleurs, au moins dans le court terme, hein. Après, à quel point c'est profitable sur le long terme, c'est pas Mmh. évident du tout. Tu À vois. quel point ça rentabilise ce que tu perds par ailleurs Exactement, en c'est manque de exactement droits, ça. quoi. Et à quel point les Compliqué, hein. procès, d'ailleurs, seront suivis d'effets sur les nouveaux géants de l'IA, c'est pas clair. Le droit à la propriété intellectuelle, d'ailleurs, sera peut-être même modifié. Peut-être qu'il sera modifié pour s'accommoder aux nouveaux besoins de ces boîtes qui deviennent multimilliardaires, hein. Bon, je sais pas, c'est envisageable. On saura, bah, en tout cas, voilà, ça fait partie des trucs qu'on va suivre évidemment et qui vont évoluer en 2024. Et qui vont être très suivis aussi, j'imagine, par, toutes ces boîtes tech forcément, donc on continuera à vous les relayer. Mais au fond, Guillaume, est-ce qu'on peut peut-être s'attendre à 2024, à voir des avancées majeures, à commencer à être extrêmement convaincu par les modèles, de langage et les intelligences artificielles génératives? Alors je ne sais pas, dans des domaines, je sais pas, enfin, il y a admettons, conseiller financier, tu vois, dans le médical pour nous accompagner avec les enfants, dans le commercial, dans la vente ou même la cybersécurité. Est-ce qu'on peut s'attendre en 2024 à avoir des vrais usages convaincants là-dessus? Mais écoute, pour l'instant, c'est pas gagné, hein, parce qu'effectivement, hein, on a évolué, enfin, comme tout le monde cette année, on a couvert les évolutions, voilà, les succès de GPT et ses copains, tout au long de l'année, hein, mais aussi on a couvert des échecs et des échecs en fin d'année dernière. Il y en a eu quelques-uns assez marrants, parce qu'évidemment, à force de mettre des chatbots partout sans bien comprendre comment ça marche, on a des surprises, et souvent mauvaises. Par exemple, à Watsonville, il y a un concessionnaire Chevy qui a mis un chatbot vendeur censé clore les deals. Alors, Chevy, c'est une marque de voiture. C'est-à-dire, il voulait convaincre les gens déjà endettés que oui, finalement, acheter ce SUV avec un crédit à taux variable, c'est vraiment une très bonne idée. Bon, sauf qu'un chat GPT, ça a mis à discuter. De tout, de rien, enfin, c'est un petit peu sa raison d'être, hein, donc de discuter. Et donc, faut pas le pousser beaucoup pour qu'il compose des chansons paillardes dans le style de Michel Sardou, lui, hein, tu sais, c'est rigolo. Ah bon, j'exagère à peine. Et donc, le chatbot de Chevy, qui a été poussé à discuter de n'importe quoi par plusieurs utilisateurs qui s'ennuient dans le bus, hein, manifestement, il y en a un qui a réussi à le convaincre de lui vendre une voiture pour $1. Donc, c'est confirmé, le robot a réussi à vraiment faire des ventes, il n'y a pas de problème. Après, rentabilité, c'est pas tout à fait ça. Alors, en termes de compétences pures, c'est pas la joie non plus, en droit et en finance, et en droit de la finance en particulier d'ailleurs, ou ni en pédiatrie. Alors, il y a des chercheurs de Patronus AI qui ont montré que ChatGPT n'était pas capable d'être vraiment utile pour répondre à des questions sur des dossiers donc de droit financier. Alors, c'est le dossier de la SEC, la Security and Exchange Commission, donc de l'Agence des régulations des marchés financiers américains. Donc, il y a un set de 150 questions, hein, en gros, qui a été établi. Et ni les GPT, ni les Claude, ni les Llama se sont révélés à la hauteur, avec en moyenne dans les 80% de mauvaises réponses, ou pas de réponse du tout, hein, parce qu'évidemment, c'est les rois pour dire non, mais je sais pas, ou non, mais finalement, non. Enfin bon, donc parfois ils évitent les questions, mais enfin, bon, c'est considéré comme des mauvaises réponses. Mais bon, des fois, on les aide, on essaie de leur indiquer où chercher la réponse dans le prompt, en fait, ou dans les dossiers.
Et ils trouvent quand même le moyen de se tromper encore 15 à 20% du temps, même quand on leur donne plein d'indications. Or, de manière assez évidente, hein, quand on est dans des situations critiques comme ça, où même 1% de mauvaises réponses, c'est catastrophique. Non, bon, c'est des dossiers énormes parfois. Évidemment, c'est pas acceptable du tout. Alors d'ailleurs, il y a une autre étude de la JAMA Pediatrics qui montre que GPT-4 ne diagnostique correctement des pathologies infantiles que 17% du temps. Alors, pour être juste, la pédiatrie, c'est un domaine difficile de la médecine, hein, parce que déjà, les gamins, ils savent pas forcément correctement décrire ce qu'ils ressentent, ou ils associent pas forcément des trucs qu'ils ressentent avec un problème. Bon. Puis il y a plein de spécificités comportementales et puis physiologiques, évidemment. Donc c'est pointu. Mais bon, le résultat, quand même, est vraiment pas brillant, hein. Et bon, en ce qui concerne la cybersécurité, c'est encore mitigé, parce qu'il y a un post de Daniel Stenberg, qui est développeur de Curl et de LibCurl, qui se plaignait de l'inflation des faux rapports de bugs générés par des IA. Bon, quand une IA fait un faux positif, il faut contrôler quand même, hein, évidemment. Et puis ça prend beaucoup de temps, et c'est du temps perdu. Or, les rapports sécurité fournis par les IA, en plus, ils peuvent non seulement être parfaitement faux, mais en plus, ils sont plus longs et ils ont l'air plus crédibles. Ce qui rend encore... Donc ça prend encore plus de temps de les éplucher. Donc, GPT, c'est pas miraculeux non plus, hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel, hein, et que des modèles experts entraînés spécifiquement pour des tâches spécifiques peuvent pas faire beaucoup mieux que ça et se rendre utiles éventuellement. Mais ça veut dire aussi que mettre du GPT tel quel partout, c'est pas nécessairement une bonne idée, et que cette année, on va peut-être commencer à s'en rendre de plus en plus compte. Donc la hype de l'IA est maximale, d'ailleurs le CES devrait le confirmer, donc on verra bien si on est au pic, si ça se casse la gueule en 2025. Peut-être que de placarder des outils qui ne sont pas parfaitement cadrés sur tous les usages directement face aux utilisateurs, c'est pas toujours une bonne idée. Ça nécessite peut-être encore un petit peu de travail. Ne nous précipitons pas, ou plutôt précipitons-nous, mesurons les dégâts et essayons de voir s'il ne serait pas mieux de ne pas se précipiter. Bon, on parlait de cybersécurité à l'instant et Guillaume, il y a un secteur qui semble voir fleurir massivement de l'arnaque à tout va. C'est un bon vieux réseau social, alors sur lequel on a pris l'habitude de sourire en tapant sur le coin de son crâne. Quelque part, on peut voir ça aussi de manière un petit peu triste, mais c'est l'évolution de X, de Twitter, qui est en fait finalement particulièrement désespérante. Oui, après, on va parler d'arnaques crypto, mais bon, les arnaques crypto, de toute façon, globalement, ça continue tranquille, hein, et ça exploite aussi, bien sûr, les nouveaux outils. Comme tout le monde, il n'y a pas de raison. En fait, c'est même pas d'hier. On a eu une révélation rigolote la semaine dernière, puisqu'apparemment, le PDG de Hyperverse, qui était un hedge fund crypto, qui est parti en faillite en 2022, en fait, il n'existerait pas, ce monsieur. C'était un faux monsieur. Il n'existe que sur Internet, en tout et pour tout, une seule vidéo de lui, et c'est la vidéo de présentation d'Hyperverse. Donc, Rhys Lewis, c'est un faux monsieur. Et un petit peu comme le Hyperverse lui-même, d'ailleurs, qui était une fausse bonne idée, probablement, puisque ça a été accusé d'être une grosse pyramide de Ponzi, hein, qui a siphonné 1,3 milliard de dollars à ses investisseurs. Bon. Des faux messieurs qui vendent des trucs louches, donc ça va devenir la routine, hein, clairement. D'ailleurs, ça devient même la routine, c'est déjà le cas. Hein. Encore la semaine dernière, il y a eu une fausse vidéo de Anatoly Yakovenko, qui est donc cofondateur de Solana, qui passait sur YouTube et X. Et Anatoly, c'était un gentil, hein, il voulait fêter la nouvelle année en offrant des Solana gratos. Il suffisait d'aller sur un site et hop, voilà, ton compte est vidé en fait. Alors, c'est pas le premier, hein, Vitalik Buterin, qui est cofondateur d'Ethereum, a subi le même sort en octobre avec des faux NFT. Et ça va continuer et ça va s'intensifier. Alors, pourquoi effectivement tu parlais de X? Parce que, effectivement, selon la société de sécurité CloudSec, il existe un boom du commerce de comptes X certifiés sur le dark web. Alors, le principe, c'est simple. T'as des hackers qui prennent possession de comptes X inactifs, donc qui n'ont pas bougé depuis longtemps, où les gens postent plus. D'une manière ou d'une autre, ils prennent possession de ce truc-là, après ils changent les mots de passe, ils changent les profils, ils souscrivent au macaron doré, voilà, pour une poignée de dollars, et ensuite ils revendent ces comptes certifiés Gold à qui on veut pour 1200 à 2000 balles, selon le nombre de followers inclus. Au final, pour ce prix, tu peux te créer une petite arnaque au crypto, ou à ce que tu veux finalement, en te reposant sur un semblant de crédibilité, hein, tu vois, un ensemble de followers, le badge, etc. Donc t'as le petit badge gold quand même, donc voilà, évidemment tu peux faire un deepfake de mec connu que tu vas mettre dessus, et de toute façon, si tu récoltes plus de 2000 $, avant de te faire bannir, c'est tout bénef. Et ça peut aller assez vite en fait. Donc c'est très à la mode, il y a des pubs pour des packs de comptes, avec garantie, la garantie loguée ou remboursée, jusqu'à 50 000 followers inclus selon les tarifs, un mois gold inclus, le reste à vos frais, hein, bien entendu. D'ailleurs pour le moment c'est à vos frais, mais ça va changer parce que comme Elon est un déj de thunes avec X et qui cherche par tous les moyens à fourguer le plus d'abonnements possible, on peut s'attendre à une baisse de prix et des abonnements possibles à l'année aussi. Donc voilà, ça va changer pour le meilleur, puisque bientôt vous pourrez payer des comptes certifiés à l'année sans aucun doute sur le dark web. Donc les arnaques crypto sur X, même les arnaques crypto, enfin les arnaques tout court, même pas crypto, ça va pas s'arranger, hein, donc soyez le plus vigilant possible.
Prêtez attention à tout, à la moindre incohérence entre ce qui est posté, avec la bio du compte, chaque détail compte, et puis bien sûr, si c'est trop beau pour être vrai, c'est quasi toujours parce que c'est faux. Donc comme en 2023, on risque de pas pouvoir compter sur Elon vraiment pour arranger quoi que ce soit, parce que, vous vous souvenez d'ailleurs peut-être à un moment, l'an dernier, il y a des employés de SpaceX qui ont fait une lettre ouverte pour dire que le comportement de Musk leur était préjudiciable. Qu'être associé systématiquement à lui, c'était pas très bon pour l'image de SpaceX. C'était une distraction. Donc Elon a viré les signataires de cette lettre critique. Allez hop, ça dégage. Allez, voilà. T'es pas content, tu te casses. Bon. Alors le problème, c'est que c'est illégal. C'est illégal selon le NLRB. C'est le National Labor Relations Board, qui est une agence fédérale du gouvernement spécialisée dans les pratiques illégales dans le monde du travail, et puis dans les syndicats, les élections syndicales, etc. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es épinglé par une agence fédérale pour avoir enfreint la loi? Je dirais profil bas, tu essayes de voir quand même si t'es pas allé un peu trop loin, tu consultes tes juristes, non? Alors ça c'est cité normal. Mais Elon, lui, il attaque carrément l'agence fédérale au tribunal. Allez hop. Allez, la réponse de SpaceX, c'est d'attaquer le NLRB en disant que le NLRB lui-même est anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que ces agents ne peuvent pas être démis de leurs fonctions par le président. Je rappelle que le NLRB existe depuis 1935. Et en presque 100 ans d'existence, il n'y a qu'Elon Musk, ce génie mental, pour avoir réalisé que cette agence fédérale était illégale. C'est dingue quand même, c'est frappant. Bon, en fait, l'autorité de la SEC est aussi actuellement disputée, et si la Cour suprême, qui est majoritairement conservatrice, je rappelle, décide de limiter ses capacités à imposer des amendes, ça pourrait avoir des répercussions aussi sur la FTC, qui est en litige avec une boîte qui s'appelle Illumina, par ailleurs, une compagnie de biotech. Et donc, grosso modo, en ce moment, l'autorité de tout ce qui est fédéral est contestée très facilement par des intérêts privés aux États-Unis. Donc de très grosses boîtes, plus largement les libertariens de PDG, de ces grosses boîtes supportent de plus en plus mal la moindre contrainte, et c'est vrai que le bien commun, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste pour la sécurité des personnes, tu vois, le confort, la sécurité des personnes, ça, rien à foutre. Plus largement, cette allergie croissante à tout ce qui est fédéral dans un pays qui est quand même une fédération, ça sent pas super bon pour l'ambiance politique générale du pays et pour les prochaines élections, parce que ça va être un autre gros sujet de 2024, sans doute. Ouais, on va forcément reparler et s'y réintéresser. Mais tu sais, Guillaume, si un jour j'ai une boîte, admettons, je me fais épingler parce que je ne respecte pas le RGPD, c'est simple, je dirais tout simplement que les autorités sont anticonstitutionnelles. Voilà, je me protégerai maintenant contre ces choses. Parle pas de mal. Je suis sûr que ça se finira par arriver en France, parle pas de malheur, mais à mon avis. Hélas, ça va peut-être donner des bonnes idées. On va mettre de côté tous ces... Pardon. On va mettre de côté tous ces regards acides sur 2023 pour nous tourner un petit peu vers 2024, vers l'avenir, vers l'enthousiasme le plus absolu, Guillaume. Que nous réserve tout simplement cette année 2024? Oula, alors, écoute, c'est vrai qu'après s'être comme ça retourné sur l'année qui s'achève, sur les jours enfuis, faisons maintenant face à notre destin, c'est vrai. Tournons-nous vers le soleil levant, dardant ses rayons à travers les nuages rares et embrasant l'horizon, là, tentons de deviner les contours indistincts du paysage grandiose qui s'offre à nous, et mettons des lunettes de soleil parce que j'y vois que dalle en fait. 2024. C'est un extrait d'une intelligence artificielle générative, c'est un extrait d'un bouquin. Ça aurait carrément pu être. On dirait. C'est certifié, écrit par Mixtral. Non, mais bon, en tous les cas, 2024 sera une année pleine de news, avec beaucoup de boulot pour nous autres, pauvres petits artisans podcasteurs de la tech. Et pas qu'en IA, donc il y en aura beaucoup, évidemment, il y aura beaucoup d'IA, mais 2024, ce sera aussi une année très spatiale. Déjà parce que Starship prépare son 3e vol pour son énorme machin. Là, ils enchaînent. Starship va probablement voler bientôt. Alors c'est toujours pareil, il y a des problèmes avec les régulateurs de l'aviation, mais bon. En tout cas, ça sera peut-être l'année où il réussit finalement à ne pas exploser. Donc ça pourrait être une réussite historique qui serait aussi un soulagement immense pour la NASA, qui ouvrirait la voie du retour vers la Lune. Et donc le 3e vol du Starship sera... Alors voilà, premier trimestre a priori. Donc l'équipe des Bleus, par contre, est en train de refaire son retard, parce que les Starships, c'est un petit peu l'équipe des Rouges, mais l'équipe des Bleus de Blue Origin est en train de revenir, parce que le New Shepard a volé une 24e mission, et tout s'est bien passé, donc capsules et boosters ont été récupérés. Le lanceur n'avait pas volé depuis 1 an, et on rappelle aussi que c'est à la fin de cette année que la constellation Kuiper de Bezos est censée commencer à fonctionner, ça va devenir le premier concurrent sérieux de Starlink, qui lui est en fonction depuis 2019. Starlink qui vient de déployer ses premiers satellites compatibles 5G, donc ces espèces de stations relais spatiales, comme on les appelle désormais, là, donc 2024, va marquer la première année où des téléphones 5G deviendront aussi des téléphones satellites, on pourra téléphoner via l'espace.
Et tout dernièrement, la NASA vient de lancer sa fusée Vulcan Centaur avec ses 27 tonnes de charge utile. Elle était censée envoyer... Elle a envoyé la mission Peregrine vers la Lune, donc un retour après 50 ans d'absence d'ailleurs des États-Unis sur la Lune. La mission doit valider un certain nombre de trucs avant d'envoyer des vrais gens en fait. Là, elle envoie des gens quelque part. Elle envoie des gens sous forme de cendres, puisqu'il y a les cendres de certains acteurs de Star Trek, entre autres, qui sont envoyés. Cela dit, au moment où je parle, Peregrine a un petit souci de fuite, donc ça pourrait compromettre son alunissage qui est prévu pour le 23 février. Et on note d'ailleurs que Peregrine, c'est un vaisseau privé qui est fabriqué par Astrobotics, et il y a un autre vaisseau privé, le IM-1, qui est d'Intuitive Machines, qui doit aussi allunir en février. Et donc, mine de rien, là, on est en train d'assister à une course à la Lune, mais du secteur privé. C'est quand même un signe des temps assez fort. Bon, spatial toujours, il y aura aussi la mise en service de l'observatoire Vera Rubin cette année, qui utilisera la plus grosse caméra numérique au monde, qui fait, tenez-vous bien, 3200 mégapixels. Donc voilà, c'est un truc qu'on n'aura pas au Galaxy S25, probablement. Donc au moins, avec son télescope de 8,4 mètres et son énorme appareil photo, c'est un truc qui pourra capturer l'intégralité du ciel en quelque chose comme 4 nuits. Alors, le télescope est au Chili, mais je pense qu'ils ont un zoom tellement énorme que du Chili, ils peuvent mater un match de baseball à New York. Tu vois, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être une ou deux montagnes entre les deux, mais oui, techniquement, c'est sans doute possible. Alors, à peine moins spatial, c'est aussi cette année que Boom devrait commencer à assembler ce qu'on pourrait qualifier de nouveau Concorde, quelque part. Donc, le nouveau Concorde, il s'appellera le Overture. Et c'est, je pense, le premier avion commercial supersonique depuis le Concorde. Donc les carnets de commandes semblent déjà se remplir, comme quoi la crise Covid est bien loin pour l'industrie pour l'industrie aéronautique. Et si on devait avoir des tests en 2024, on va probablement, puisqu'ils sont en train de finir l'assemblage de leur première usine, les premiers vols commerciaux sont prévus pour 2027. Donc cette décennie, on pourra avoir à nouveau des longs courriers supersoniques. Donc l'ouverture est plus amicale d'ailleurs que le projet Longshot, qui est un autre avion qui devrait décoller cette année, mais qui est un avion de guerre, et il est assez rigolo parce que c'est une sorte de poupée russe de guerre. C'est un bombardier qui largue un drone, qui largue lui-même un missile. C'est trop mignon. C'est la dernière idée de la DARPA, ils sont tout fous avec ça. Mais bon, toujours dans les airs, et c'est aux Jeux Olympiques de Paris, et oui, qu'on devrait aussi voir arriver une exploitation commerciale à quasi grande échelle des premiers taxis volants. Ça y est. C'est pas à tous les Jeux Olympiques qu'on dit ça, Guillaume. Probablement, mais bon, cette fois c'est Volocopter qui devrait obtenir des autorisations et qui devrait pouvoir venir pourrir encore un peu plus la vie des Parisiens cet été avec des vols pour les sportifs comme pour les touristes. Désolé. C'est les Parisiens, ils seront partis, ils loueront leur appartement durant les JO. Oui, oui, mes condoléances à tous les Parisiens qui ne pourront pas partir pendant les JO. Et il y en a beaucoup. Enfin bon, toujours en mobilité et plus sobre, il y a Aptera Motors qui devrait lancer en 2024 une voiture solaire grand public. Donc une voiture électrique qui se recharge toute seule, tapissée de cellules photovoltaïques. Alors c'est pas un roadster, c'est vraiment elle a une ligne optimisée, une gueule un peu étrange, elle est très très légère, elle a que 3 roues. Alors jusqu'ici, ce genre de voiture, c'était des protos ou des engins expérimentaux, mais Aptera voudrait en faire des voitures mainstream. La promesse, c'est 1600 km sur une seule charge. C'est beaucoup. C'est énorme, mais comme elle est ultra profilée et comme elle est très légère, du coup, évidemment, ça augmente d'autant. Par contre, sans conducteur, sans valise, sans rien. Alors, ça, il faudra voir sur place, justement. Ça sera intéressant de voir les tests. En tous les cas, tu peux compter, d'après Aptera, sur 60 km d'autonomie par jour, uniquement par le soleil. Donc de l'électricité gratuite. Bon, par contre, c'est 33 000 $ pour une voiture 2 places. Ça reste un petit peu cher pour le moment, quand même. Et bon, en parlant d'énergie gratuite, on peut conclure par le projet de Quaise Energy, une boîte qui veut exploiter la géothermie. Alors la géothermie, c'est super, c'est la chaleur de la Terre. C'est gratos, ça pollue que dalle, sauf qu'il faut évidemment la trouver, la source de chaleur. Alors, le plus simple, évidemment, c'est de creuser, puisqu'à partir d'un moment, si tu fais un trou suffisamment profond, tu arrives dans une zone chaude, parce que tu es plus proche du manteau. Donc il faut creuser. Une grande pelle. Il faut creuser avec une énorme pelle ou une énorme foreuse, quoi. En tout cas, il faut creuser sur 10-20 km de profondeur. Et évidemment, c'est pas de la tarte. Alors, la solution de Quaise est originale et autant qu'effrayante, puisque c'est de vaporiser la roche avec des micro-ondes. En gros, tu prends le machin qui fait des micro-ondes dans ton four, là, et tu le modifies pour qu'il envoie un faisceau super puissant, plutôt vers le bas. Et boum, voilà, tu le mets dans le trou que tu as commencé, et ça vaporise et ça liquéfie les roches environnantes. Donc après, tu descends. Quand ça refroidit, ça donne un superbe trou aux parois vitrifiées, en plus, directement. Alors, à 20 km de profondeur, fait 500 degrés. Donc, si tu envoies de l'eau, tu as direct de la vapeur sous pression qui te revient dans la tronche, et donc, avec ça, tu fais tourner ta turbine favorite. Alors, bien sûr,
C'est dit un petit peu vite, hein. Je mentionne pas qu'il y a beaucoup d'autres challenges avant de rendre ça exploitable, parce qu'il peut aussi, évidemment, il faut faire une circulation, donc il faut 2 trous, hein, avec une communication entre les deux, tout ça est difficile. Mais pouvoir faire de la géothermie un petit peu où on veut, ça serait très cool. Alors, donc, les premiers tests de la foreuse à micro-ondes de Quaise seraient pour cette année aussi. Eh ben, formidable, on va voir si on arrive à percer notre bonne vieille terre pour et arriver à exploiter la géothermie. Guillaume, il y a un truc qui est passé dans l'actu tech là, pendant ces vacances de fin d'année, pendant ce début d'année 2024. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a vu passer parce que c'est assez visuel. Et puis on se dit, ah, tu te rends compte à quel point c'est un marqueur de notre temps. C'est une touche dédiée à une nouvelle fonctionnalité sur Windows. Et Microsoft qui voudrait instaurer ça après avoir mis en place cette bonne vieille touche Windows emblématique des PC. Il y aura une touche, mais une touche pour quoi, Guillaume? On a évoqué plein de choses non IA hein, qu'on suivra sans doute cette année, mais bon, on va pas pouvoir vous épargner plus que ça, il faut bien se rendre à l'évidence. La hype de l'IA est pas retombée et on va encore parler énormément de ça cette année et tous les constructeurs sont à fond dedans. Le CES en témoignera, un signe des temps, bah oui, comme tu dis, hein, l'IA va même bientôt laisser sa marque sur presque tous les claviers du monde. Microsoft veut que tous les nouveaux claviers Windows soient équipés d'une touche copilote. Pour rappeler, le copilote. Voilà, le chatbot intégré à Windows 11 qui permet de faire des trucs comme Bing en fait, hein, tout simplement, en plus de quelques menus tâches sur ton PC. Donc ça sera situé à côté du Alt droit. Et donc alors, à côté du Alt droit, il y a cette touche inutile. Et donc on va la remplacer par une autre touche inutile. Donc là, c'est la touche inutile du menu. Hein, vous savez, cette touche que vous n'avez jamais utilisée. La touche la plus neuve de tout votre clavier. T'es mauvaise langue. Moi, je l'utilise. J'ai jamais utilisé la touche menu de ma vie. Attends, tu parles de quoi? De la touche menu? De la touche Windows? Non, pas la touche Windows, la touche menu, celle qui est à côté du Alt droit. Ah, d'accord, ok, je regarde en même temps. Oui, c'est vrai, celle-ci, oui, ok, d'accord. Voilà, celle-là, tu l'as jamais utilisée. Oui, je ne savais même pas qu'elle existait, tu vois. Voilà, donc effectivement, c'est classique. Si, regardez votre clavier, vous allez voir, il y a une touche juste à côté de contrôle. Ouais. Voilà, dedans, il y a un petit carré avec des traits dedans. Voilà, c'est la touche menu, ça fait apparaître un menu random quand tu appuies dessus. Bon, moi, j'ai même un curseur de souris dessus. C'est bizarre. Écoute, moi en tant que vieille personne, j'ai connu les claviers PC sans touche Windows, et même que je faisais CTRL Escape pour avoir le menu démarrer, ça marche très bien. Ça marche très bien, et d'ailleurs ça marche toujours. Mais bon, quand les touches Windows sont arrivées, je l'ai trouvé évidemment fort superflu. Alors j'avoue, j'utilise quand même la touche Windows évidemment. Mais je fais plus CTRL Escape depuis 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, je suis pas complètement sûr de la pertinence d'une touche dédiée à Copilote pour le moment. Hein, je suis pas encore tout à fait certain de la pertinence de Copilote non plus dans Windows, mais bon, ça pourrait changer. Bon, ce que ça indique, ça, par contre, clairement, c'est l'état d'esprit de Microsoft. Hein. D'ailleurs, il n'a pas besoin du tout d'analyser via un prisme symbolique tout ça, puisque eux-mêmes, Microsoft, affirment haut et fort que 2024 sera, je cite, l'année du PC IA. Oui. Donc voilà, vous êtes prévenus. Microsoft doit redoubler d'efforts pour mettre de l'IA partout et n'importe où, et le changement de la touche pour copilote, c'est une petite étape qui préfigure plein de changements, parfois majeurs à venir pour Windows cette année et les suivantes. Il y aura une orientation forte vers une informatique plus personnelle et plus intelligente où l'IA sera intégrée de manière transparente dans Windows à tous les niveaux du matériel au logiciel. Et je cite là Youssouf Mehdi, qui est donc vice-président exécutif Microsoft, machin bon. Donc de l'IA, on va en bouffer à toutes les sauces et je suis encore désolé pour les allergiques. Ouais, sans doute que là-dedans, il y aura des usages qui pourront perdurer et qui ressortiront. Il est question, je crois que c'était toi qui... tu vas le mentionner juste après, mais c'est en gros à quel point est-ce que l'IA est une bulle et dans quelle mesure il va en rester quelque chose. On va en reparler juste après. Juste avant, on va reparler des usages de la génération de contenu. Et il faut dire qu'effectivement, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de secteurs dans lesquels on ne se pose pas la question de la place de l'intelligence artificielle générative. Deux domaines qui illustrent un petit peu cette réflexion, qui ne sont pas forcément complètement compatibles, que tu as identifié, Guillaume, c'est d'une part l'écriture, tout simplement. Et là, tu vas nous relayer une histoire qui nous fait vaguement penser à cette information qu'on avait relayée au sujet de Midjourney, parce qu'un artiste avait gagné le premier prix d'un concours de peinture avec une création sur Midjourney. Tu vas nous en parler. Et aussi une histoire un petit peu sulfureuse avec une streameuse que vous connaissez peut-être, très, très, très élégante, cette demoiselle qui a trouvé un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour se substituer à sa réalité. Oui, on va parler littérature, mais d'abord le cul. Donc, de manière... Ah oui, t'es plus expéditif, oui. Oui, mais de toute façon, c'est de la robotchatch. On va pas dire que dans les deux cas, c'est de la robotchatch.
Donc d'une part, Amourante passe en full virtuel, voilà, comme Karine Marjorie, hein, les images en plus d'ailleurs. Donc la Rouquine Maline va proposer un service payant qui s'appellera Amourante AI, hein, qui permet de discuter avec un chatbot modelé sur le texte qu'elle a déjà écrit, hein, qui a déjà été produit par donc, la baigneuse favorite de Twitch. Plus produit, il sera possible aussi de générer des images, donc des miriages d'Amourante à la volée. Donc vous aurez donc une source inépuisable de photos, entre guillemets, d'elle. Alors, elles sont synthétiques, mais le modèle a été évidemment entraîné sur son visage à elle, hein, et donc peut-être son corps, ou pas du tout, je sais pas. De toute façon, autant laisser l'IA avoir une image avantageuse, hein, de donner des images avantageuses de votre personne. Genre, si c'était moi, je pense que j'opterais pour quelques modifications, tu vois, je me verrais un petit peu plus musclé. Mais bon, les images sont quasi photoréalistes, mais légèrement stylisées. C'est assez marrant. Donc le robot, quant à lui, aura des paliers. Donc vous serez un ami pour 6 $ par mois, un flirt pour 10 $, un plan cul régulier pour 100 et un copain, enfin son copain pour 200. Donc c'est vraiment très précis quand même, hein. Dans les niveaux de prestations, ça serait marrant de voir si le robot se laisse aller. C'est des fois, je sais pas, après un ou deux verres, si t'arrives pas à séduire le robot pour le convaincre d'aller plus loin, ça va être formidable. Mais bon, on va pas se le cacher, 200 balles par mois pour être traité comme un copain par le robot d'Amourante, ça ressemble quand même à une superbe arnaque. Je rappelle qu'il y a plein de sites où vous pouvez discuter avec Hatsune Miku, c'est gratos, hein, mais bon. Pour Amourante, de toute façon, la relation que les fans ont avec elle est déjà parasociale, hein, ça ne change rien qu'il parle à une IA. Parce que de toute façon, ce qui était à sens unique, bah, ça reste à sens unique. Voilà. Puis alors, on verra bien combien de souscripteurs Amourante IA aura, Amourante AI plutôt, va avoir, mais bon, ça sent le pactole, honnêtement, parce que le truc est en ligne depuis à peine plus de 24 heures et ils ont déjà ramassé 34 000 $. Bon, le fait qu'une star comme elle utilise les chatbots à son tour, ça confirme bien la tendance, hein, qu'on a vu se dessiner petit à petit l'an dernier. Les IA fun de ce type-là, ça va devenir un petit peu la norme, hein, pour certains types de divertissement, il y en aura beaucoup et ça a l'air de marcher très 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 bien. Donc on parle constamment de chatbots et voilà, de nos relations à ces trucs en Occident, mais on a moins d'infos ailleurs, et en particulier par exemple en Chine, alors que c'est un pays qui parie aussi massivement sur l'IA. Et apparemment, même sans ChatGPT, hein, qui n'est pas dispo là-bas, pas officiellement en tout cas, ils ont un petit peu les mêmes soucis et interrogations que nous. La preuve, il y a un professeur de journalisme qui s'appelle Shen Yang, qui vient de gagner le second prix d'un concours littéraire avec une fiction, hein, qu'il a écrit avec un modèle de langage. Comptez pas sur moi pour vous donner une appréciation de l'œuvre, puisqu'elle fait 6000 caractères chinois. Donc elle traite de la quête de souvenirs et d'identité d'un robot amnésique dans un métaverse. Voilà, c'est tout un programme. Elle a généré... donc le gars a généré 43 000 caractères et 66 prompts, enfin, avec 66 prompts. Et puis bon, il en a tiré le texte final. Alors je connais pas l'IA utilisé, c'est sans doute un modèle chinois, du coup, hein, donc il y en a plusieurs, il y a Ernie, il y a Yi, il y a Qwen, etc. Et donc face à ça, donc, alors il y a eu donc 17 histoires, voilà, il y a le concours c'était 17 histoires, celle de Shen a reçu les suffrages de 3 juges sur 6, donc c'est pas si mal quand même, hein. 2 juges avaient conscience que c'était de l'IA, donc l'un parce qu'il a été prévenu, l'autre parce qu'il l'a reconnu, et donc d'ailleurs il n'a pas voté pour. Et l'autre, c'est pas clair. Donc paradoxalement, je trouve ça dommage que certains aient été au courant, parce que du coup, ça induit des préjugés quelque part sur la qualité du texte, hein. Donc le double aveugle, il n'y a que ça de vrai. Alors pour être honnête, je sais pas à quel niveau littéraire se situe vraiment ce concours, on n'est pas dans du Goncourt, hein, ça je pense que c'est sûr, parce que c'est une compétition d'amateurs, hein, je suppose, ça s'appelle le Jiangsu Youth Science Fiction Competition. Donc le niveau n'est pas nécessairement super haut, mais malgré ça, 3 juges ont trouvé que ça manquait d'émotion, que c'était pas bien fameux. Donc faut pas non plus surestimer cette info non plus. Cela dit, ça montre quand même qu'un texte coécrit par une IA peut tout à fait passer inaperçu. Et donc qu'il est en quelque sorte pas trop mauvais. Il a été qualifié de bien fait et logiquement cohérent par d'autres personnes. Donc c'est suffisamment bon, en gros, c'est good enough, hein, pour plein de choses. D'ailleurs, en Chine, comme ailleurs, hein, ça soulève aussi pas mal de craintes, hein. C'est quand même un prof de journalisme qui a fait ce genre de truc. Donc qu'est-ce que ça augure pour la profession ? Qu'est-ce que ça implique sur le long terme, d'ailleurs, aussi pour la littérature ? Donc il y a Furuchu, qui dirige une maison d'édition et qui dit que la qualité littéraire de la nouvelle est quand même assez mauvaise. Et elle craint qu'un usage massif de l'IA n'aboutisse finalement à affaiblir la maîtrise de la langue dans son ensemble. Donc voilà, un petit peu partout les mêmes peurs finalement. Eh bien, on le suivra encore dans l'apport de l'intelligence artificielle générative dans le quotidien, mais on a peut-être des tendances vers lesquelles on va pouvoir se pencher, Guillaume. Est-ce que finalement ça va ralentir ? Est-ce qu'on est dans la courbe de la hype, tu vois, dans la descente ? Ou est-ce qu'au contraire, on aura peut-être de moins en moins de boulot ? Guillaume, est-ce que je vais pouvoir enfin avoir peut-être plus de journées de congé en 2024 grâce à l'IA ? Dis-moi tout.
Écoute, on verra bien. En tout cas, nous, on va avoir du boulot en tant que podcasteur, mais Eh oui. c'est vrai qu'on peut se poser la question, l'IA est-elle une bulle? Et de quel type de bulle est-ce qu'il s'agit? Alors, c'est la question que se pose Cory Doctorow, qui est journaliste et auteur de science-fiction, qui en a vu passer des bulles, comme nous, et même plus que nous. Cory se souvient de la bulle de 2000, hein, donc la fameuse bulle .com, la .com bubble, hein, la bulle donc de 2008 aussi ensuite, bon, qui est non-tech, hein, c'est une bulle immobilière, mais enfin c'est une bulle quand même, et puis il y a eu celle des cryptos, et puis il y a celle de l'IA. L'IA est-elle une bulle? Alors en elle-même, attention, faut voir de quoi on parle. En elle-même, l'IA, non. Enfin, le machine learning n'est pas une bulle. Le machine learning, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est pas des bulles dans le sens où scientifiquement, il y a des percées ces dernières années, et il y en aura encore. Hein, les machines sont désormais capables de faire des trucs qu'on pensait inenvisageables il y a 5 ans. Ça va rester. Et on va utiliser ces nouveaux outils, on va les améliorer et en faire encore d'autres. Par contre, il y a aussi un versant économique à tout ça, et financier. Donc l'IA est au sommet de sa hype, et les investissements coulent à flot. L'argent coule à flot, personne ne peut rater le train de l'innovation, et donc tout le monde dépense sans compter. Et sans encore être sûr du degré du retour sur investissement qu'on peut escompter. Et ça, par contre, oui, c'est peut-être bien une bulle. Et ce que dit Cory, c'est que ce qui est important de toute façon dans les bulles, c'est ce qu'elles laissent. L'explosion de la bulle.com, ça n'a pas regardé Internet. Hyper intéressant. Tu vois, ça a même fait le lit du Web 2, finalement. La tech a rebondi, il y a eu une sélection sévère, et puis après, c'est reparti. Et finalement, les gens qui ont été formés à toutes les technologies web pendant la bulle.com, ils se sont reconvertis, puis ils ont créé d'autres choses. La bulle crypto, pour l'instant, n'a pas laissé grand-chose pour le coup. Non, un peu le contre-exemple. Mais bon. Pour l'IA, il va falloir rentabiliser tous ces milliards injectés dans des serveurs et des équipes de recherche qui bouffent des exaflops au petit déjeuner. Et Microsoft est en première ligne pour ça. Il investit à fond, il y a du potentiel, et d'ailleurs ça fait monter sa cote boursière. Lui et Apple se tirent la bourre, et ils pourraient le dépasser en valuation totale. Ils sont à 100 milliards près, une misère. Microsoft est à 2700 milliards de dollars de valuation boursière totale, et Apple à 2800. Mais tout ça c'est du vent, pour l'instant. Microsoft est passé de 1600 à 2700 milliards de valuation en un an. Est-ce que c'est justifié par une rentabilité en acier trempé? Parce que t'imagines un petit peu, ils ont quasiment... non, ils sont pas quasiment, ils ont rajouté 1100 milliards de dollars de valeur à leur entreprise en un an. Est-ce que c'est justifié? C'est pas encore si clair. Et si c'est pas le cas, ou que juste c'est décevant, effectivement, la bulle explosera. Et GPT et ses copains sont super impressionnants, hein, ce sont des réussites techniques remarquables. Mais entre une réussite technique remarquable et un produit qui pèse 1000 milliards de dollars, et qui révolutionne tous les secteurs, il y a peut-être quelques étapes. Voilà. Donc les IA actuelles sont jeunes, imparfaites, hein, peut-être que ça peut... Peut-être que finalement, fin 2024 ou 2025, l'argent cessera de couler à flot, et ça aura des répercussions en cascade aussi sur tout le secteur. Alors ça ne veut pas dire que l'IA sera morte et que tout ça c'était des conneries, mais ça veut dire qu'il y aura un rythme différent pour les innovations. Voilà, le rythme ralentira un petit peu, mais ça ne s'arrêtera pas totalement. Et de toute façon, pour l'année qui vient, je pense qu'on ne va pas du tout assister à un ralentissement. Il y a pas mal de travaux qui montrent que ça va encore continuer un petit moment. Et en matière de vidéo, de 3D, où est-ce qu'on se dirige, Guillaume? J'ai l'impression qu'il y a des dernières avancées que tu voulais nous partager. Oui, justement, petite revue de presse pour illustrer que ça continue et que ça ralentit pas. Hein. Comme d'hab. C'est ça, en ce qui concerne la vidéo, en 2024, on aura sans doute des modèles qui seront beaucoup plus contrôlables, donc on pourra faire un petit peu plus ce qu'on veut. Donc il y a des modèles comme Moonshot, qui est issu des recherches de Salesforce, qui permettent de générer de la vidéo en utilisant du texte, des images et des contrôles nets. Et tout ça mélangé. Donc en gros, si vous voulez générer avec un simple prompt, c'est possible. Hein. Donc tu écris ce que tu veux, puis voilà. Mais si vous voulez contrôler le truc, c'est possible aussi. Si vous voulez un caniche qui court sur une pelouse, vous prenez une image de caniche, vous écrivez « il court sur une pelouse », et puis ça roule. Et si vous voulez aller plus loin, utiliser les contrôles nets, oui, non, et c'est vrai, effectivement, il court. Et ça court. Donc si vous voulez, si tu veux utiliser des contrôles nets plus précis, c'est-à-dire en fait des directives qui sont plus précises, qui sont sous forme d'images, qui représentent par exemple des contours à respecter, des poses à respecter, des cartes de profondeur, etc. Oui, c'est un metteur en scène, quoi. Exactement, tu peux donner la silhouette d'un personnage, un exemple en image de la tête que tu veux qu'il ait, et puis après tu peux décrire ce qu'il doit faire, et bon après tu as le clip vidéo de quelques secondes qui fait ça. Donc comme pour les images, 2024 verra arriver donc un nouveau niveau de contrôle et de qualité probablement supérieur avec les vidéos, hein, parce qu'on va arriver des nouveaux modèles open source aussi, comme i2v Gen XL d'Alibaba par exemple, hein, pour succéder à Stable Video Diffusion pour le compléter. Et donc pour les images et la 3D, ça ralentit pas vraiment non plus. D'ailleurs, ça devient incroyable. Vous vous souvenez probablement de ce site This Person Does Not Exist? Bien sûr. C'était en 2019. C'est fou, hein. Et ça permettait donc de faire des visages d'hommes comme de femmes, de les générer. Donc c'était une IA générative, hein, tout simplement, avant que ça soit cool. Et ça permettait de générer des visages réalistes.
Eh ben, chez Nvidia, ils veulent aller beaucoup plus loin. Bon, non seulement ils font aussi des têtes de gamins et de chats, mais en plus ils les font en 3D. C'est-à-dire que leur nouveau modèle, qui est aussi un GAN, hein, comme le modèle original, il va générer des visages en volume qui sont totalement photoréalistes et que vous pouvez regarder sous tous les angles. Et bon, donc c'est incroyable. Et toujours en matière de génération en volume, parce que 2 dimensions, ça suffit pas, parlons de SIGNERF, qui permet de manipuler des photos en volume, donc des nerfs, ce sont des photos en volume quelque part, dans lesquelles vous pouvez éditer et générer des éléments. Exemple simple, vous avez une statue d'un ours dans un parc, une statue en pierre d'un ours. Il est très beau et on peut tourner autour, voilà, c'est cool. Mais pourquoi s'arrêter là? Vous entourez à la souris votre nounours et vous dites que vous voulez un panda ou un grizzly. Et hop, vous avez plus une statue, mais vous avez un grizzly réaliste, vous avez un panda. Si vous voulez rajouter un lapin, pas de souci, vous prenez un modèle de lapin, vous le mettez là, devant l'ours, et il est recalculé à l'intérieur avec les bonnes, photoréalistes, avec les bonnes textures, le bon éclairage, etc. Donc tous ces travaux sur les nerfs préfigurent en fait des outils de création qui sont d'une puissance absolument incroyable, hein, pour la décennie à venir. Le temps que le matos évolue un petit peu et s'adapte pour rendre tout ça complètement mainstream, quoi. Et bon, pour conclure, on peut aussi évoquer quelques petites nouveautés sur les modèles de langage, hein, qui continuent, hein. D'ailleurs, on peut mentionner que la semaine prochaine, le GPT Store d'OpenAI va ouvrir. C'est-à-dire que tout le monde pourra créer et vendre sur ce magasin des chatbots, voire des agents personnalisés. Alors j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner, hein. Il va y sans doute y avoir pas mal de créativité. Bon, on va voir comment ça tourne. Dans les modèles de langage vont sans doute continuer de s'améliorer. Donc évidemment, on attend l'AMA 3 donc dans quelques temps, dans quelques semaines ou mois, les prochains Mistral. Mais même avant ça, il y a des recherches qui continuent sur comment améliorer les modèles qu'on a déjà pour pas cher. Donc c'est l'objet par exemple de la technique CALM, donc qui a été développée chez Google, chez DeepMind, hein, précisément. CALM, c'est Composition to Augment Language Models, c'est-à-dire qu'on compose 2 modèles pour en avoir un troisième qui est meilleur que les 2 premiers. Donc on part d'un modèle un petit peu costaud, mais pas forcément énorme, hein, et puis on le compose avec un modèle plus petit, mais qui est spécialisé sur un truc particulier. Par exemple, pour la maîtrise d'une langue que le gros modèle ne connaît pas bien. Je sais pas, le basque par exemple. Donc ensuite, on greffe le petit modèle sur le gros, comme une sorte de prothèse, et on entraîne une interface entre les deux pour qu'ils puissent communiquer. Alors l'interface, elle n'est pas très grosse, donc ça coûte pas cher à entraîner, et au final, on a un modèle composite qui comprend beaucoup mieux le basque que le modèle d'origine, et qui conserve toutes les capacités du modèle d'origine. Donc en utilisant un système de prothèse, on pourrait avoir des meilleurs modèles avec pas beaucoup de calculs. Donc il y a un petit peu pour spécialiser le petit modèle, il y a un petit peu pour l'interface, et puis c'est tout. Donc il y a des chercheurs anglais qui ont une approche un petit peu similaire avec une technique de blending. Et pour conclure, il faut mentionner aussi qu'il va peut-être y avoir cette année des changements dans les fondements même des modèles de deep learning. Et peut-être des modèles de langage en particulier, parce que si on continue d'utiliser les transformers comme architecture favorite un petit peu partout, ils ne sont pas idéaux, hein, principalement parce qu'ils n'ont pas une très bonne capacité de mémorisation à long terme. Donc en gros, ça coûte très très cher en calcul et en mémoire, hein, d'avoir une très longue mémoire, une très grande mémoire pour eux, donc leur performance baisse avec de très très longs contextes. Donc il y a des chercheurs qui essaient de trouver mieux depuis des années, hein, et les recherches n'arrêtent pas. Donc il y a déjà des candidats, il y a déjà Roakouv, il y a déjà Hyena, il y a déjà H3, et tout dernièrement, il y a un truc qui s'appelle S6 alias Mamba. On va pas rentrer dans les détails de Mamba tout de suite parce que c'est assez compliqué, puis voilà, c'est presque la fin de l'épisode, mais on reviendra dessus parce que c'est quand même vraiment intéressant historiquement. Il y a plusieurs titres parce que finalement on fait des retours un petit peu comme ça dans le temps, mais disons que bon, pour simplifier, Mamba c'est une architecture qui est très différente des Transformers et qui est aussi prometteuse. Elle n'utilise pas des mécanismes d'attention, mais plutôt de mémorisation sélective. Donc en fait, quand elle voit passer les mots, elle gère toute seule un état mémoire à long terme, si on veut, et elle est tout à fait à l'aise sur des longueurs de contexte de l'ordre du million de tokens. Donc 1 million de mots, elle voit passer 1 million de mots, et puis elle est capable de sélectivement mémoriser certains mots et pas d'autres, essayer de compresser un petit peu tout ce qu'elle a vu, pour pouvoir prendre des décisions de manière pertinente, même quand elle a vu énormément de choses. Alors, en inférence, en plus, c'est plus rapide. C'est 5 fois plus rapide que les Transformers, tout en étant vraiment compétitif. En tout cas, dans des modèles de taille modeste qui ont été entraînés par les chercheurs de Princeton et de Carnegie Mellon, ce truc. Donc le plus gros Mamba fait 3 milliards de paramètres, hein, donc c'est respectable, mais c'est très loin des plus gros Transformers, donc ça reste à voir si tout ça est confirmé dans des tailles plus importantes, hein, de l'ordre de 100 milliards, hein, sur des corpus de plusieurs milliers de milliards de mots. Hein, on est vraiment dans des tailles extrêmes, c'est pour ça qu'il faut des architectures très, des architectures très robustes. Parce que l'architecture utilisée, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale du modèle de deep learning. Donc c'est un truc qui doit être très robuste et très flexible. Si Mamba devient cette nouvelle colonne vertébrale, ça donnera un petit coup de boost à tous les modèles, hein, qui se baseront dessus, hein, si c'est vraiment, vraiment mieux. Et puis même si c'est pas elle, c'est probable que bientôt on ira au-delà des Transformers, hein, et ça montre, si tu veux, que la recherche ne faiblit pas. D'ailleurs,
Je parle pas des nouveaux modèles aussi qui viennent d'arriver. Il y a un chinois qui vient d'arriver, d'ailleurs, un nouveau modèle chinois open source qui vient d'arriver. Je peux pas m'empêcher de le mentionner parce qu'il s'appelle Téléchat. Bon, enfin, ça se dit Téléchat, hein, bien sûr, mais évidemment, mais c'est un modèle On qui s'appelle l'appellera Téléchat. officiellement Téléchat ici. Moi, je alors, l'appellerai un modèle clairement. moi, je l'appellerai Téléchat. Et donc, un modèle qui s'appelle Téléchat, ça me fait marrer. Voilà, je sais, il n'y a que moi que ça fait marrer, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, il est très efficace en anglais et en chinois. Et puis voilà, il est multi-taille, il y a une option light à 3 milliards de paramètres. Donc voilà, il y a tout continue, si tu veux. La communauté open source part en couille complètement, parce qu'elle triture, elle fusionne les modèles. C'est le labo de Frankenstein. On rajoute des couches, on les duplique, on les mélange, on fait des mélanges d'experts, de modèles, on fait des fusions. C'est incroyable, c'est la fête. Alors, tout n'est pas, d'ailleurs, à mon avis, comment dire, il y a beaucoup d'activités, mais tout n'est pas forcément... voilà, c'est pas parce que tu fusionnes énormément de trucs que tous les modèles sont très bons, mais bon, voilà, il y a énormément de créativité, d'activité, et je pense pas que ça ralentisse notablement cette année. Alors déjà, tu parlais de Mamba, ça me donne très envie de danser, parce que c'est un mélange entre le mambo et la samba, peut-être. Mais tu mentionnais Téléchat, qu'on officiellement prononcera Téléchat ici. Je ne sais pas si tu savais, je ne sais pas si tu as déjà vu des images de Marquis. C'est un film franco-belge qui est sorti, alors c'est dans les années 80, en fin des années 80, et c'est le dessinateur Roland Topor qui a fait, lui, Téléchat, en l'occurrence, qui a conçu ça. Et c'est absolument obscène. En fait, ça parle du marquis de Sade, et en gros, c'est très gênant. Tu verras si tu arrives à trouver des images. Je te mets au défi de ne pas être gêné par ça. Le personnage parle à sa tub, en fait, tout au long du truc. Et c'est extrêmement gênant. Allez regarder ça. Marquis, un film probablement à avoir sur votre NAS si vous voulez des moments de gênance. On conclut cette rubrique, Guillaume. Forcément, ce serait compliqué de ne pas parler un tout petit peu quand même de robotique. Où est-ce qu'on en est? Parce que je pense que là aussi, c'est un domaine de recherche qui ne faiblit pas et qui sera peut-être prometteur dans les mois, les années à venir en tout cas. Ben, je pense carrément, oui, c'est pour enfoncer le clou encore plus profond, on va dire. On va conclure avec des nouvelles qui viennent encore de chez Google et DeepMind, des nouvelles de robotique, oui. Google a annoncé plusieurs avancées et nouvelles techniques cette semaine, alors elles pourraient bien avoir un impact assez important à moyen terme en réalité. Alors tout d'abord, on doit évoquer AutoRT, qui est un petit peu le modèle fondationnel robotique de Google, qui allie donc un modèle visuel, un modèle de texte, un LLM, un grand modèle de texte, un modèle de langage, et un modèle de contrôle robotique, comme RT2, qui permet de créer des robots autonomes généralistes. Donc c'est un petit peu la somme de tout ce qu'on avait déjà décrit un petit peu avec... parce qu'on avait parlé de RT2, tu t'en souviens probablement, donc voilà, on avait parlé un petit peu de tout ça, des robots qui donc utilisent le savoir générique, un petit peu généraliste sur le monde des grands modèles de langage, puisque voilà, des modèles comme ChatGPT par exemple, comme Llama, ils savent ce que c'est qu'une table, ils savent ce que c'est qu'une orange, ils savent ce que c'est qu'une porte, quoi, tu vois, et donc quelque part ça aide les robots à prendre des décisions de manière assez générale. Et ça hérite aussi de la relative robustesse de ces trucs-là, et c'est allié à d'autres modules, évidemment, pour les adapter aux robots, quoi. Et donc tout ça, c'est amélioré par d'autres modules encore, d'autres améliorations qui sont postées par DeepMind, comme RT Trajectory ou Sarah RT, donc ça améliore la précision des gestes et la vitesse d'exécution. Mais plus directement marquant, donc toujours dans le post de Google, ils ont mis en place, en gros, des lois d'Asimov pour leurs robots. Donc c'est des règles de sécurité pour qu'ils ne soient pas dangereux. Donc jamais. Donc il y a 3 niveaux de sécurité. Donc il y a un niveau abstrait, logique en quelque sorte, où on prescrit au LLM, donc au moteur de décision, de ne jamais prendre de décision qui pourrait être dangereuse pour un humain ou un animal. Et de ne jamais initier de tâches avec des objets dangereux, etc. Donc plus simplement, évidemment, le niveau 2, c'est que les moteurs du robot sont réglés pour ne jamais excéder trop de force et pour s'arrêter en cas de contrainte excessive, histoire de ne pas péter les jambes de quelqu'un, même par accident. Et pour finir, il y a un bouton de secours, tout simplement, qui éteint le robot en cas d'urgence. C'est simple, c'est efficace. Donc c'est quand même rassurant, et c'est quand même aussi frappant de voir que on en est à ce stade où on commence à mettre des lois de style Asimov dans des vrais robots qui existent, donc c'est quand même assez fou. Et ce qui est fou aussi, c'est que les robots à tout faire, donc le ménage, la cuisine, voire diverses manipulations basiques, sont peut-être à la veille de se démocratiser massivement, d'abord pour les pros et ensuite pour les particuliers, peut-être un petit peu plus tard. Et je dis ça après avoir vu ce que c'est faire Mobile Aloha, donc ça c'est une de Stanford par contre. Donc à la base Aloha c'est un système de télémanipulation et Mobile Aloha c'est la version mobile qui est sur roulette, qui devient donc une solution de téléprésence et de télémanipulation. Donc là où ça va beaucoup plus loin, c'est que Aloha ne fait pas que répéter les gestes d'un opérateur à distance. Il va beaucoup plus loin que ça. Il peut les apprendre. Donc si tu lui montres comment pousser une chaise, faut lui monter 30 fois, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais bon après, il suffit de lui dire pousse la chaise, voire pousse les chaises,
pour qu'il répète les gestes avec une certaine adaptabilité, hein, ce qui lui permet d'être robuste vis-à-vis de petits changements, de petites perturbations, et donc voilà, ça devient un pouce chaise. Mais si tu veux qu'il fasse frire des crevettes, il n'y a pas de souci. Tu fais frire des crevettes en téléopération, donc tu fais toi-même frire des crevettes, hein, quelques dizaines de fois, et puis après, il le fait tout seul. Donc on est en train de parler d'un robot qui peut apprendre des tâches manuelles quand même fines, en quelques heures, et les répéter de manière robuste dans un environnement normal. C'est pas un labo, mais ta cuisine, quoi, à la limite. Hein. Donc Aloha peut faire une quantité de tâches, et le truc, c'est qu'il les fait pour pas très cher. Parce que c'est non seulement Aloha un robot qui est assez impressionnant, mais c'est surtout un robot complètement open source. Les auteurs donnent toutes les infos pour que vous puissiez en faire vous-même un Aloha. Et un Aloha, ça coûte que 32 000 $. Alors je sais, ça peut paraître cher comme ça, mais il faut voir ce que c'est quand même. C'est un robot autonome qui peut faire des tâches, qui peut répéter des tâches répétitives à votre place. Et c'est pas si cher que ça pour un robot polyvalent finalement. Si on réfléchit, combien d'entreprises auraient les moyens d'automatiser des tâches avec lui et pourraient en tirer profit? Sans doute beaucoup. Et donc il y a une partie tuto où il y a, il y a le code source et tout ce qu'il faut, il y a une partie tuto où il y a le plan, les prix, les schémas des pièces imprimées en 3D, etc. Ce qui fait que vous pouvez reproduire Aloha, si vous avez les moyens, vous pouvez reproduire Aloha. Et ce qui coûte le plus cher, évidemment, c'est les parties robotiques. Donc il y a les bras, le plateau à roulettes, voilà évidemment le laptop qui tourne. C'est un laptop avec une grosse carte graphique sur laquelle l'IA va tourner, mais c'est tout. Et en fait, finalement, s'il y a une demande, peut-être que les prix pourraient encore baisser significativement, parce qu'évidemment, ils n'en vendent pas des millions de bras de robots, les gens qui font les bras robots, mais si demain ils les faisaient en plus grande série, peut-être que ça baisserait énormément les prix. Du coup, voilà, Mobile Aloha, c'est peut-être un début d'une véritable démocratisation de la robotique, quoi, parce qu'en plus, c'est ouvert, c'est facile à... l'apprentissage est facile et direct, et c'est assez impressionnant, quoi. Peut-être plus convaincant finalement que les recherches et les présentations de Tesla en matière de robotique. Peut-être moins sexy au niveau de la présentation, mais peut-être plus convaincant. On va terminer cet épisode, Guillaume, avec quelques mentions autour des jeux vidéo pour bien compléter cet épisode et puis reprendre nos bonnes habitudes. À commencer par cette info, et beaucoup de monde en a parlé, pas que les fans de tech, mais il nous fallait le souligner, Tetris a un vainqueur, Guillaume. Oui, un humain a battu Tetris, c'est ce qu'on a lu un petit peu partout. Dit comme ça, on peut se poser la question, enfin on doit se poser la question évidemment de ce que ça veut dire. Parce que Tetris a pas de fin, donc déjà on parle du Tetris de la NES, de la Nintendo 8-bit. Le premier que bien des gens, et dont moi-même, aient jamais connu. C'est techniquement pas la première version console, parce que ça doit être la version Game Boy. C'est vraiment pas loin, de toute façon, ça doit être 89 dans les deux cas. Et Tetris NES, Tetris sur Nintendo, donc sur télévision, est considéré en compétition comme étant la version étalon. C'est là-dessus que les pro-gamers Tetris concourent et battent des records chaque année. Donc le Tetris de la NES, alors il est un petit peu plus rugueux que les versions modernes, il n'y a pas de réserve, pas de descente instantanée, on voit qu'une pièce à l'avance, etc. Il n'y a même pas de point compétitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer à deux joueurs sur le même écran. On fait du scoring et c'est tout. Et le jeu, mais évidemment, on n'a pas techniquement de fin. Cela dit, comme il est sur NES, qui est quand même une vénérable machine 8-bit, il a des limitations techniques. Et d'ailleurs, la limite des scores de 999 999, elle est complètement ridicule. C'est pas ça le problème. Le moindre joueur sérieux bloque le compteur, de toute façon, tranquille. Et il bloque le compteur de niveau part en vrac aussi. Mais donc, en fait, le score, le vrai score et le vrai niveau doivent être affichés et calculés par ailleurs. Quand il y a des streams, en fait, les scores sont bloqués en général et t'as un autre truc de score. Alors, donc, quand on lit que Blue Scooty, qui a 13 ans, a battu Tetris, en fait, c'est qu'il a fait planter la console. Pas parce qu'il a fait trop de points, pas du tout, il a frôlé les 7 millions. Mais parce qu'il a atteint le niveau 155, et un des points où, techniquement, la machine suit difficilement et peut planter. Or, ces niveaux-là étaient théoriquement impossibles à atteindre pour un humain. La vitesse limite, si on joue de manière standard, c'est le niveau 29. Le niveau 30 a été dépassé en 2011 seulement. Donc le niveau 35 en 2018, et en 2020, c'est le niveau 38 qui a été atteint, tout ça en utilisant une technique d'hyper-tapping, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais vibrer tes doigts très 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 vite sur les boutons, parce que les pièces descendent trop vite verticalement, et donc pour les faire bouger latéralement, si tu joues normalement en restant appuyé, ça va pas assez vite, ça atteint pas les bords. Donc il faut faire de l'hyper-tapping, c'est-à-dire taper comme un gros malade à gauche ou à droite pour pouvoir ne serait-ce que bouger suffisamment vite les pièces. Donc déjà, c'est très 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 compliqué, c'est pas évident de faire ça. Mais pour aller encore plus loin, en 2021, il y a une nouvelle technique qui a été inventée qui s'appelle le rolling, qui consiste à tenir sa manette NES comme une guitare, en fait, et faire rouler les doigts au dos de la manette. Donc pour les directions, en fait, tu t'appuies d'un côté, tu fais vibrer tes doigts de l'autre, et donc tu appuies sur les boutons de la trajectoire en faisant vibrer, et ça fait vibrer en fait la manette encore plus vite. Et donc avec ça, on a réussi à atteindre le niveau 40. Il faut un entraînement de malade, parce qu'il y en a qui tiennent la manette à l'envers, du coup, chacun tient la manette un peu comme il veut, c'est un véritable sport.
Cela dit, planter la console, ça semblait hors d'atteinte, parce qu'il y a déjà des IA Tetris au réflexe surhumain, évidemment, qui avaient joué, qui avaient atteint les niveaux 237, voilà, et bon, il y avait aussi des analyses de la ROM qui ont révélé plein de trucs, et en particulier les chances de planter, et on savait qu'il y avait une chance que la console plante au niveau 155. Or, en novembre dernier, coup de théâtre, un humain a atteint le niveau 148. Donc Blue Scooty et Fractal se font la course pour arriver au niveau 155. Alors, Blue Scooty a atteint le niveau 153 à un moment, et il faut savoir que la vitesse est complètement inhumaine de ce jeu, mais en plus, quand tu arrives à très très haut niveau, comme le 153, tu as les couleurs qui partent en sucette aussi. Et au niveau 146, certaines pièces sont à peine visibles. Elles sont très très sombres, elles sont à peine visibles. Et à la surprise générale, et à la sienne en premier lieu, Willis, donc alias Blue Scooty, a atteint le niveau 157 cette semaine, ou la fin de l'année, après 40 minutes de jeu inhumain et 1511 lignes. Et là, le jeu crash. Donc le jeu ne le résiste plus. Voilà, l'enfant prodige a battu Tetris. Donc il a passé l'occasion de crash au niveau 155. Il a raté le crash au niveau 155. Parce qu'en fait, le crash n'intervient que dans des conditions spécifiques, en fait, qui font, en gros, où la console, si tu veux, est forcée d'écrire dans sa propre RAM là où il faudrait pas, et donc ça plante. Mais en fait, il y a des occasions de crash, comme ça, en fonction des trucs, et il a passé l'occasion de niveau crash au niveau 255, ce qui veut dire qu'il a fallu qu'il continue encore sur 2 niveaux pour arriver jusqu'à la prochaine occasion de crash au niveau 157. Donc c'est assez dingue, et la vidéo YouTube en lien vous en dira plus, ça et la course autour du fractal, c'est étrangement palpitant comme truc, et c'est du gros boulot. Blue Scooty s'est entraîné entre 3 et 5 heures par jour, il n'y a pas de secret de toute façon pour arriver à ça. Alors est-ce que ça y est, est-ce que voilà, Tetris NES, est-ce que c'est plié? Est-ce que c'est une affaire finie? Oui et non. Le pire de tout, c'est qu'il reste encore beaucoup de challenges. Parce qu'en fait, il existe plein d'autres points de crash potentiels. Donc il y en a au niveau 237, mais en fait, quasiment à tous les niveaux, il y a des problèmes, des trucs de crash. Il y a des niveaux où il faut faire plus de lignes pour passer à un niveau. Enfin bon, après, ça devient un peu le vrac, parce que les développeurs n'ont jamais imaginé qu'on irait jusque-là. Et ce qui est fou, c'est qu'après le niveau 255, le jeu repasse au niveau 0. Et donc, pour arriver à ça, il faudrait éviter des dizaines et des dizaines de situations de crash qui sont avant ça. Donc, en fait, le truc ultime, l'objectif ultime, ce serait d'atteindre le niveau 255, finalement, en évitant tous les problèmes de crash. Et ça, bon, voilà. Donc, non, c'est pas fini, c'est pas plié. C'est finalement plus un hack que un exploit de terminer un jeu quelque part, vous l'avez compris, enfin une manière d'exploiter le sujet, mais bon. Un petit mot sur Fan of Heroes, de quoi s'agit-il, Guillaume? Cities of Heroes, c'est un MMO sorti en 2004 qui a eu son petit succès. C'est un MMO avec des super-héros, donc des pouvoirs. Pourquoi je dis Fan of Heroes? Aucune idée. C'est parce que début de l'article, les Fan Revives. Pardon, excuse-moi. Et bon, comme tout MMO sauf World of Warcraft, il a quand même fini par être débranché en 2012 quand sa popularité a baissé. Donc un drame pour pas mal de joueurs. Mais le jeu a quand même survécu de manière pirate et secrète, sous la forme d'un serveur privé. Pendant 6 ans, un serveur est passé sous les radars. Donc il était maintenu par le collectif SCORE. SCORE, ça veut dire Secret Cabal of Reverse Engineers. Ah, je trouve ça génial. La cabale secrète des des ingénieurs. Reverse Engineers, quoi? Et j'invente rien, c'est vraiment ça. Il a découvert ça a été découvert en 2019. Et puis évidemment, les autres fans ont été choqués et déçus, parce que bon, quand même, Score a gardé le truc pour lui. Mais Score s'est défendu en objectant que NCSoft était que le propriétaire de la licence, donc faisait la chasse à ce moment-là, tout ça. Bon. Le code de l'émulateur du serveur a fini par être publié, puis il y a des serveurs privés qui ont proliféré un petit peu partout. Mais toujours sous cette épée de Damoclès, NCSoft va-t-il leur faire un procès? Bonne nouvelle, NCSoft, ils sont pas si méchants, puisque le plus gros serveur de City of Heroes actuel, qui s'appelle Homecoming, vient de recevoir l'autorisation officielle de continuer. Donc ils étaient en négociation avec eux depuis 2019. La propriété intellectuelle, bien sûr, reste chez NCSoft. Donc City of Heroes n'est pas libéré, et seul Homecoming, d'ailleurs, a l'autorisation officielle de fonctionner. En théorie, pas les autres serveurs privés. Mais bon, donc on est un peu dans entre-deux. Au moins, City of Heroes a le droit de continuer à vivre, donc c'est un pas dans la bonne direction, parce qu'évidemment, les MMO posent des problèmes spécifiques quant à leur préservation, et hormis ce type d'accord ou une libération totale, comme ce qu'on avait avec Rhizome, il n'y a que la voie du piratage pour jouer et préserver surtout des dizaines de MMO qui ont vu le jour et qui se sont éteints depuis le début des années 2000, qui s'éteignent et qui donc meurent complètement et partent dans l'oubli si on fait rien. C'est beau, je trouve, ce type d'histoire, et quelque part, c'est louable de leur part. Et j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes juristes que, je sais pas, que Blizzard ou que Nintendo, probablement, dans le domaine du jeu vidéo. Allez, on termine avec la
la suite, j'allais dire la fin, mais c'est quand même un peu anticipé, la suite des mésaventures, quand on n'espère pas, concernant Unity, qui est ce moteur de jeux vidéo, qui avait fait des choix commerciaux pour le moins problématiques, qui étaient d'ailleurs un petit peu revenus en arrière. Et ce qui est marrant, c'est que depuis se succèdent différents pourcentages de réduction des effectifs. Alors forcément, quand tu réduis à chaque fois 25%, de 50%, de 30%, bon, qu'est-ce qui reste au fin? Je ne sais pas, mais ça continue, Guillaume. Bah, il y a pas grand-chose à dire malheureusement, hein, mais effectivement Unity continue de se restructurer et donc, le À ce problème, c'est stade, que c'est cette plus une restructuration restructuration. c'est une restructuration qui, touche 25% des effectifs, soit 1 800 personnes. Ça fait Donc beaucoup. oui, clairement, on est sur une restructuration sévère, donc il y avait quand même, 265, employés qui avaient été donc en novembre, je crois, qui avaient été, licenciés et là, il y en a 1 800 de plus. Donc on ne sait pas exactement, ce que ça va donner. Bon, apparemment, ça concerne tous les secteurs, quoi, tous les départements, et personne n'est épargné et bon, voilà, ça continue. Bon, évidemment, on leur souhaite, voilà, on leur souhaite que ça s'arrange parce que quand même, même si, Unity avait déconné ces derniers temps, c'est évident qu'il faut de la Ouais. concurrence, hein, donc sur le secteur des moteurs et bon, voilà, on leur souhaite évidemment que de remettre la barre, comme il faut, quoi. Nul doute que c'est un bon moteur de jeux vidéo en plus. Donc, on leur souhaite de survivre quelque part. Enfin, le mot est un peu fort, mais de continuer à subsister. Guillaume, ça m'a fait énormément bien d'être en vacances, de me reposer un petit peu, de ne pas être aussi assidu sur les flux RSS que je ne le suis habituellement le reste de l'année, mais ça m'a fait aussi extrêmement plaisir de te retrouver pour cet épisode. On a commencé par un épisode hebdo, il n'y aura pas d'épisode supplément pour cette semaine parce que voilà, on aime bien reprendre doucement avec Guillaume plutôt que de foncer tête baissée et nous éclater la tête contre le mur et voilà, de risquer le claquage. Merci infiniment à vous en tout cas de nous écouter, d'être présents épisode après épisode, de nous soutenir. Merci d'envisager un soutien sur Patreon. Merci de nous évaluer sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Merci aussi de discuter avec nous, mais aussi entre vous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis, bien entendu, vous le savez maintenant, depuis le début de Tech Café, on est joignable parce qu'il faut avoir de la proximité entre les podcasteurs et ses auditeurs. Et forcément, on peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, une question brûle les lèvres de tout le monde. Où est-ce qu'on peut te retrouver en 2024 ? Eh ben, on va me retrouver en larmes, hein, après avoir essayé d'atteindre le niveau 19 sur Tetris NES et avoir échoué au niveau, je sais pas, 8, un truc comme ça. À vous de nous dire quels sont vos scores mémorables à Tetris. Tiens, j'avais relancé Tetris 99, c'était sympa. Bon, c'est un peu horripilant, tu peux pas en faire longtemps non plus, mais je trouvais ça sympa malgré tout. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée. Titre coup en passant, Puyo Puyo Tetris, c'est excellent. Ah, Puyo Sur Puyo Switch. Tetris. Ok, il faut que je regarde. Très bien. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ça marche. Merci beaucoup. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et puis sur les réseaux sociaux Instagram, Threads, Twitter, Blue Sky, Mastodon. J'en passe et des meilleurs. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente continuation et on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous et bonne année. Bonne année.